Il y en a un qui c'est le Sobacha. C'est un espèce de café, mais amélioré. C'est un mot-clé pépite, il y a beaucoup de recherches dessus, c'est un truc par abonnement. C'est comme du café et du consommable, mais comme il n'y en a pas dans le commerce, ça achète sur Internet. Et il y a 2 fournisseurs en France, et j'ai été top 1 sur ce mot-clé-là pendant des années. Et c'est un mot-clé à abonnement, quoi. Tous les 2 mois, les mecs, ils rebillent. Le fabricant était énervé qu'on soit premier, il ne comprenait pas pourquoi lui était pas premier. Donc on avait tout un tas d'appels à chaque fois qu'on passait commande, mais vous faites quoi exactement? Parce que Google vous a mis premier. Alors du coup, on rigolait, non, mais on a un pote chez Google, alors il nous met premier comme ça. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc dans une nouvelle vidéo sur la chaîne Learning Club. Aujourd'hui, j'ai comme invité Elliot. Salut à toi. Salut Julien, salut tout le monde. Comment Ravi tu d'être vas? là. Bah très bien, écoute, c'est le début de l'été pour nous, on est fin juillet, on a enfin du soleil, donc ça Ouais, peut aller que bien. ça fait plaisir là. C'était vraiment attendu d'avoir Ouais, un petit rayon de soleil, un peu de chaleur. Donc franchement, au moral, ça fait du bien. c'est clair, cette année on n'a pas été gâtés. Ah non, de ouf, de ouf, de ouf. Bon, bah écoute, dans un premier temps, merci de ta présence pour cette interview. Donc l'objectif, Avec c'est de plaisir. faire un petit tour sur le sujet du SEO en 2024, les stratégies gagnantes selon toi en 2024. Est-ce que dans un premier temps, et avant de rentrer dans le vif du sujet, tu pourrais te présenter aux personnes qui nous regardent, même si tu es quand même un petit peu connu maintenant dans le milieu? Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Elliot Bobier, j'arrive sur une quarantaine d'années, je fais du SEO depuis 2008-2010, 2008, 2010 oui, selon ce qu'on appelle de faire du SEO. Je suis vice-président de la FEPSEM, cofondateur de plusieurs outils comme ContentRank et d'une agence SEO, ambassadeur Yuda depuis bientôt 1 an. Et donc, principalement, je fais tout ce qui est SEO, sauf la partie technique, où là, Mhm. j'ai des associés qui, eux, sont dev et tech sur le sujet. Moi, je fais plutôt contenu on-site et netlinking, avec quand même un peu plus de plaisir côté netlinking, mais je maîtrise aussi tout ce qui est cocon sémantique et stratégie de contenu, on en parlait en off. Et je suis aussi co-organisateur du SEO Summit, ex-SEO by Night pour ceux qui connaissent, Hmm, qui aura lieu à Paris en fin d'année, 5 et 6 décembre. Voilà pour la ok, présentation. puissant. Petite question, tu fais toujours ou pas, ou tu as déjà fait de l'édition pure en interne, de la vente de liens, ce genre de choses, affiliation? Ouais, on fait toujours. Ok. Pour des raisons d'organisation interne, on n'a pas réussi à trouver un collaborateur qui s'en charge à plein temps ou quelqu'un qui arrivait vraiment à Hmm, gérer tout seul. Donc, on continue de le gérer, mais on développe plus. Quand on vend des liens, on fait ce qu'il faut pour garantir la qualité, mais c'est plus forcément un truc. J'achète plus de nom de domaine, je remonte plus de sites. Je vis sur mon réseau actuel. Et ok. on a dû garder une cinquantaine de sites qui sont vraiment quali pour la vente, et on vend sur les Hmm, plateformes. On avait essayé par un moment de monter notre propre plateforme entre guillemets, tu vois, un peu réseau privé. ouais. Mais en fait, on s'aperçoit que la marge, elle est vraiment chez les plateformes qui font le job pour nous Hmm, de trouver le client, de vendre en volume et de regrouper les éditeurs. Donc on est inscrit chez tout le monde, hein, Rocket, Linksgarden, ok. e-référeur, VIP SEO, bref, tout le monde. Et on continue toujours à vendre du lien, effectivement, Ok, pour le puissant, moment. puissant, puissant. Donc vente de liens, un peu d'affiliation e-commerce ou Pas du tout. À pas du tout e-commerce, ça? on a revendu, T'avais eu un on site à un avait moment une, donné, non? Tu faisais. Moi, j'en j'avais ai pas. eu plusieurs et on les Ouais, a. En fait, c'était le projet, c'était de les revendre. J'ai pas kiffé la partie logistique e-commerce. Ah ouais. À proprement parler. En Hmm, fait, on n'avait pas assez de marge pour pouvoir la sous-traiter, donc on a dû la garder en interne. Et ok. bon, venir à 4 heures du mat en plein mois de décembre pour gérer des palettes, même si on avait des intérimaires qui nous aidaient et tout, fallait quand même suivre. Ça n'a pas été mon kiff. Donc quand on a vendu les sites, on n'en a pas racheté, mais le Ok. projet avait été effectivement de tout simplement être en deal avec des dot market co, racheter des sites, changer de CMS, remettre d'aplomb sur Shopify, faire tout ce qu'il faut avec les séquences de relance de panier abandonné, d'acquisition email, SEO et d'ads un petit peu, et puis tout simplement de revendre les sites par la suite et de les exploiter. Donc là, on a fait l'exploitation, la revente, on s'est arrêté là. Et affiliation, non, j'ai jamais été fan. J'ai Ok. fait un peu de trucs cloqués, tu sais, de pages de vente, système IO, Ouais, bien sûr. cloqués avec génération de contenu en masse, quoi. Soit avec BHM générateur d'ailleurs, et puis après avec l'IA. Ok. Mais je me suis arrêté que là, donc c'est pas de la vraie Ouais. affile, mais j'ai jamais fait vraiment de la file avec des sites
qui parle du produit, qui présente et sur lequel tu vis de commission. Mais, Ok. mais plutôt, je me suis plutôt vendu de lien e-commerce. Ok, je mets en pause quelques instants cette vidéo avec Elliot pour vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre le projet Learning Club. Néanmoins, 65% des personnes regardant nos vidéos ne sont pas encore abonnées à notre chaîne. Si vous souhaitez soutenir le projet Learning Club, soutenir l'équipe et soutenir nos formateurs, n'hésitez pas à vous y abonner. J'ajouterai également à mon message, nous sommes actuellement en phase de recrutement pour trouver nos futurs formateurs. Si vous avez une expertise dans le web marketing et que vous souhaitez la partager, rendez-vous directement dans cette section que vous voyez sur mon écran sur le site learningclub.com. À très bientôt. Question sur le e-commerce, tu t'as revendu via un intermédiaire ou en direct? On a revendu là en direct. Nous, on voulait passer par Dotmarket, on les a mis dessus. Ouais, On n'a ok. pas eu de touches. Les touches qu'on a eues, c'était hors deal. Et donc, on avait proposé de passer par justement la plateforme pour sécuriser la vente et donc les frais imputables forcément à l'acheteur. Et l'acheteur a préféré en fait accepter nos conditions de vente. Ok. Nous, on s'était fait accompagner pour la vente, donc on n'avait pas de risque. Lui en face a dit j'accepte, j'ai pas envie de payer des frais de vérif juridique, donc ça me convient. On a dealé comme ça en fait. Ça c'est Il y intéressant, avait tu vois, à aussi une partie savoir. revente. Bah oui, mais après la personne en face avait confiance, si tu veux, puisque c'est une personne de la communauté SEO, donc il me connaissait, et qui s'est Et dit comment est-ce si qu'il a je su que vends, tu vendais, comment est-ce qu'il a su que tu vendais ton parce que site, j'ai publié sur OK, Twitter, sur ouais. LinkedIn, j'avais envoyé La une puissance, newsletter. la puissance du Ouais, réseau, bah, hein, c'est dingue, hein. voilà, même sur YouTube, même sur tous ses abonnés, tout ça, j'ai une petite audience qui a vu. Donc, est-ce que la personne était directe ou bouche à oreille? Je pense que c'est plutôt du bouche à oreille. On Mmh. avait fait autre chose, c'est qu'on avait contacté les concurrents directs et les concurrents Ah connexes. ouais, ouais, Ça ouais. avait Ça fonctionné marche aussi. fort. On Mmh. avait eu des bonnes touches. Et qu'est-ce qu'on avait fait d'autre? Des sites d'annonces gratuits de sites. Tu as encore des sites d'annonces gratuits qui te Mmh. donnent des pistes. Donc, OK. voilà. Non, ça avait permis d'avoir tout un tas de touches. Et quand on a négocié, il n'y avait pas qu'une seule personne dans le pipe. Mmh. On avait 5-6 acheteurs avec qui on pouvait négocier. Et il y en a qui sont venus voir le stock sur place. Il y Mmh. en a qu'on a tout fait à distance. La vente s'était fait à distance. Qu'on packagé aussi les fournisseurs avec les produits physiques. Donc la OK, personne qui a acheté, elle avait boutique clé en main et elle avait les produits physiques tout de suite. ça c'est bien. Pour... Donc, et d'ailleurs, le temps que le site se transfère et que les stocks sont transférés, on avait traité une semaine de commande ici encore pour lui pendant le transvase du site en disant bon bah Waouh. le temps que le transporteur vienne, qu'on ait le temps de tout coaliser et tout, on assure quand même les commandes quoi. OK. Ah, c'est intéressant ça, parce que c'est souvent des choses qu'on nous demande. Oui, comment vous faites pour, enfin, revendre un site, et cetera? C'est souvent des questions qu'on nous demande et là, tu le dis, franchement, la force du réseau et ça c'est un Ouais. site qui a été revendu, combien de chiffres? 5 chiffres, 6 chiffres, 7 chiffres? C'est, sans donner un Cinq ordre de chiffres. prix, hein, mais 5, ouais. Non, 5 chiffres et on l'a acheté à 3 chiffres. On l'a acheté si tu veux moins de 3 000 € avec un peu de OK. stock et on l'a revendu à 5 chiffres, quasiment proche des 6 chiffres, mais bon tu vois, en gros on l'a revendu entre 90 et 100 1000 € et on l'avait acheté pas beaucoup, mais il y a eu beaucoup de frais, c'est-à-dire que les fiches Oui, produits n'étaient pas rédigées, les catégories n'étaient pas rédigées, le CMS, il y a eu énormément de frais dessus, ne serait-ce qu'en photo produit, en rédaction web, en backlink. ouais. Mais la transaction a été rentable, si tu veux. La seule bêtise qu'on a fait, c'est de l'exploiter trop longtemps. À un moment donné, quand il a été mature, on s'est pris au jeu, on s'est dit, vas-y, on l'exploite, c'est fun. Et on était dans le mauvais timing, c'est-à-dire qu'on devait assurer la première période de Noël. Pour la revente, on s'y est pris trop tard. Quand ça nous a pris, on était quand même obligé d'assurer rentrée, Black Friday et Noël. Donc en fait, si t'as pas vendu avant juin, t'es foutu pour les fêtes de fin d'année. C'est-à-dire que septembre, t'as quand même un pic, les gens reviennent de vacances. En plus, on était sur une activité de produits que les gens peuvent sourcer en vacances. Donc quand ils reviennent de vacances, qu'ils ont fini de bouffer leurs produits au mois de décembre, bah du coup, ils ont envie de les racheter, quoi, tu vois. OK. Donc ça permettait de refaire une session de vente. Si tu veux, tu avais un pic de vente en fin septembre, Black Friday, octobre, novembre, et après Noël, décembre, quoi. OK. Ah, c'est puissant ça. Donc, Ça, c'est hyper ouais. intéressant ce que tu dis, parce que souvent, c'est, tu vois, les gens, enfin, nous, on nous demande souvent, bah, pour revendre un site, quelle est la stratégie pour revendre un site, etc. Et là, ce que tu dis, c'est super intéressant. Contacter les concurrents directs, travailler son réseau, travailler les différentes plateformes également, d'annonces gratuites qui peuvent exister. Enfin, il y a plein de méthodes et c'est vrai que c'est intéressant. Et puis, bah, là, tu viens de mettre un petit peu
on va dire, de mettre le doigt sur le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, qui est la stratégie un petit peu donc SEO, SEO gagnante. Et ma première question que j'ai envie de te poser, Elliot, c'est justement, selon toi, quels sont les éléments clés à prendre en compte pour établir une stratégie SEO gagnante en 2024? Il y a un gros point pour moi qui a changé entre le SEO 2015-2018 et actuel. C'est qu'avant, on pouvait considérer l'écosystème SEO complètement seul et on Mmh. pouvait être très bon en SEO en étant juste bon sur Google. Mmh. Maintenant, c'est fichu. Si tu n'alignes pas 3 ou 4 canaux, le canal Google s'annule, quoi. En gros, avant, tu pouvais juste faire ton title, un contenu plus ou moins correct. Si tu voulais pousser plus loin, bah, tu mettais une vidéo, tu mettais des images, pourquoi pas un shooting produit, mais tu pouvais aussi mettre des images qu'on avait déjà vues ailleurs. Le contenu, il pouvait même être spiné, tu vois, tu pouvais vraiment faire de la trad, du spin, des choses comme ça passait encore. Du moment que tu avais ton title, tes backlinks et que ton site vivait, ça se passait bien. Maintenant, si à côté de ça, tu n'as pas quand même des réseaux sociaux pour supporter, pour t'amener du trafic, si tu n'as pas une communauté, si tu n'engages pas les gens sur ta page, sur ton site, bah en fait, tout ce qui est le trafic sans engagement, il te porte plus ou moins préjudice par rapport à un trafic engagé. Donc, Mmh. faut mieux quand même amener peut-être moins de monde engagé que ramener trop de monde pas engagé. Et quand OK. on faisait des sites avant avec du X qui n'était pas du tout travaillé, des prix qui n'étaient pas adaptés, des photos produits pas belles et tout, et que l'internaute, bah, il visitait ton site, mais il ressortait sur la SERP, il y avait un peu quand même en 2020, avant Covid, il y avait un peu de learning to rank, RankBrain, tu sais, qui avait été mis en route. Donc ça, c'est un algo qui analyse le comportement de l'internaute et qui fait que si le comportement est mauvais, type, bah, je vais visiter plusieurs sites sur la SERP, mais j'achète pas chez toi, bah, on considère que ce résultat a bon être premier ou deuxième, on va le rétrograder, on va l'envoyer 5-6e parce que le 5-6e génère plus de ventes. Mmh. Euh, et encore à l'époque, on n'était pas certain que Google pouvait analyser le comportement sur Chrome. Ce qu'on a su après, récemment avec les leaks et avec il y a 2 ans, le procès de Google devant le Congrès américain. Donc, à l'époque, je pense que c'était pas vraiment ancré, mais tu pouvais encore jouer avec. C'est-à-dire que même si tu répondais pas bien à l'internaute, du moment que tu avais les anciens signaux backlink, contenu, tu vois, site web, autorité, maillage interne, des trucs un peu classiques, ça passait. Mmh. Maintenant, le gros point, c'est que tu dois avoir ton SEO en plein milieu d'une stratégie de contenu plus globale, de la vidéo, de la photo, d'un écosystème autre que juste Google, quoi. OK. Donc tu as pas que maintenant les optimisations on-site et off-site qui vont compter, mais il y a également, en fait, ta présence également, multicanal qui va renforcer ton ranking, sur Google, quoi. On l'a vu de toute façon aussi dans les leaks. Tous les communicants de chez Google ont dit il n'y a pas de score de domaine. On ne sait pas trop comment ils l'utilisent, mais on voit bien qu'ils considèrent quand même le domaine. Et donc le domaine égale marque. Donc si tu arrives à Mmh. t'imposer comme une marque, C'est vrai. forcément que tu vas être plus valorisé que si tu es une marque inconnue au bataillon, quoi. Comme un auteur. Si un auteur est connu, il écrit un livre, il a plus de poids qu'un mec inconnu qui écrit un bouquin. Mmh. Même si son bouquin est super bien écrit et que ce qu'il dit est très intelligent, quoi. Donc pour moi, c'est ça, c'est il faut raisonner en tant que marque, comment. Mais ce qu'on disait déjà en 2015, c'est juste qu'en 2015, bah, même si tu le faisais pas, ça Mmh. marchait quand même. Là, on voit que bah, plus on s'entête à ne pas faire, plus moins Mmh. ça marche quand même, tu vois. Donc je vois que bah, il faut maîtriser un peu les réseaux sociaux, il faut générer du trafic externe à la plateforme. Voilà quoi, il faut faire pas mal de choses. Tu as un, que tu favoriserais justement dans une stratégie SEO, un réseau ou pas du tout? Parce que OK, il faut travailler tous les réseaux comme tu dis, mais, est-ce que tu en as un que tu as pu tester ou auprès de tes clients que tu vois s'ils drainent du trafic, alors ça génère, de la visibilité Google? Ouais, du moment que le trafic il passe par Chrome, pour moi, il est analysé par Google Mmh. Chrome. Donc, c'est pas trop le réseau social qui t'envoie du trafic, c'est est-ce que Google arrive à comprendre ce trafic, à voir les signaux. Donc, bah, il les voit par Chrome, mais Chrome étant un navigateur extrêmement répandu, il est utilisé, si tu veux, proportionnellement à la population, voire plus. Donc tu récupères un peu les bonnes stats. YouTube est un peu commun à tout le monde. Après, je dirais, c'est le réseau social qui correspond au client, quoi. Mmh. Immobilier, si c'est professionnel, on peut aller sur LinkedIn, sinon c'est peut-être plus du Instagram. Facebook, c'est plus pour les générations anciennes. TikTok, tu peux pas trop mettre de liens, c'est embêtant. Mmh. Donc c'est plutôt en fait les plateformes sur lesquelles tu vas pouvoir mettre un lien direct. Twitter, tu peux mettre un lien direct, mais toutes les communautés sont pas sur Twitter.
C'est Donc vrai. je dirais c'est plus où est ton audience et communique là où ton audience se trouve. Elle est peut-être tout simplement sur Quora ou sur Reddit si tu es un peu sur une voilà, on avait déjà entendu parler de la marque d'Anthony Bourdon ou Bourbon pardon, Ouais, les oui, 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 compléments oui, oui. alimentaires à C'est la boire. complément alimentaire là, ouais. Ouais, les compléments alimentaires, alors j'ai plus son nom, Feed, je crois que c'est Feed, voilà. Ouais, ça file, oui. Sa communauté se trouvait sur jeuxvideo.com. Parce qu'en fait, il le raconte dans une des vidéos, c'est des mecs un peu, notamment les geeks qui sont devant le PC H24, ont pas le temps de se faire à manger, ils veulent jouer, gamer en même temps, et la boisson correspondait pas tout à fait à leur truc. Donc du coup, il y a une grosse communauté. C'était sur un forum un peu à l'ancienne que bah, ils allaient arriver à choper leur audience. Donc bah si c'est sur un forum type, c'est pas 31 millions d'amis, X millions de consommateurs ou commentfaire.com, tu vois, j'en sais rien, ou tuto machin, bah, va là-dessus pour engager ta communauté. Si c'est sur YouTube, bah, publie du contenu. Si c'est sur TikTok, va sur TikTok. Mais au moins, tu vas pouvoir former une communauté et puis en faire une audience qui derrière va aller te chercher. Et rien que Mmh. le fait qu'on tape ta marque sur Google, on voit quand même que ça a un impact sur le ranking global et le domaine global, quoi. On Mmh voit mh. vraiment le fait d'être une marque, quand on commence à taper les premières lettres de la marque et que derrière, la suggest, c'est ta marque, ou quand on tape ton produit et que la suggest derrière, ça arrive d'être ta marque, on voit que Mmh. ça a quand même un poids par rapport à ça, quoi. OK. Ouais, donc, Ouais, tu avais d'autres ouais, vas-y, je dirais pas vas-y, je te laisse non, je compléter. dirais pas qu'il y a un réseau social qui fait du traf. Je dis: «Allez où votre audience est, et bah, si elle vous tape votre nom sur Google, c'est bien, et si elle arrive à cliquer Mmh. sur un lien, c'est encore mieux, quoi». OK, ça me paraît, hyper complet. Super, Merci. merci à toi. Au niveau des étapes maintenant, parce que là, tu me disais, OK, un peu ta vision des éléments. Maintenant, si demain tu devais, reconstruire un site, d'affiliation, un site, un e-commerce, un site pour du local, j'en sais rien, pour, même, faire de la vente de liens ou autre, un petit peu, bah, la vente de liens, c'est encore peut-être autre chose parce que tu partiras peut-être pas d'un Ouais. domaine neuf, mais en vrai, quelle est ta stratégie si demain, voilà, tu dois lancer un nouveau projet qui doit se positionner sur Google? Alors, j'ai une première partie qui est hyper classique, hein, c'est déjà de bien faire le on-site. Déjà, bah, est-ce que j'ai, une identité de marque qui est fort? Est-ce que j'ai une marque qui ressort? Est-ce qu'on comprend bien ce que je fais quand je vais sur mon site? Est-ce que mon OK. menu est clair? Est-ce que mes produits, tu vois, si c'est du e-commerce, est-ce que c'est bien catégorisé ou autre? Une première, tout de suite, c'est la recherche de mots-clés. Je me sers des outils, parce qu'ils connaissent quand même, si j'ai pas d'ancienneté sur ma Google Search Console, bah, les outils vont me donner des idées de mots-clés. Donc, bah, j'essaye d'associer mes mots-clés. Moi, je fais toujours un énorme tableur. J'ai mes mots-clés. À côté, je dis est-ce qu'ils m'intéressent? Oui, non. Et à côté, est-ce que c'est un article de blog, une catégorie, une sous-catégorie, genre catégorie, sous-catégorie, c'est pareil, mais un article de blog, une catégorie ou un produit. Mmh. Et en fait, en fonction de ça, je vais déterminer quelle page correspond. Je rédige la page et je la mets en forme. J'essaye d'aller chercher ma longue traîne avec les Google Suggest, donc pas les People Also Ask, mais vraiment les Suggest. Je mets mon mot et je vois ce qui sort après. Si je suis déterminé, je fais espace A, espace B, espace C, espace D, jusqu'à descendre tout l'alphabet, ou j'utilise des keyword cheaters, des outils gratos qui me permettent de mouliner. Il y en a plein qui le font. Mais j'essaye vraiment d'être le plus complet possible dans mes mots-clés. Et je fais aussi des sites de points sur les sites de mes concurrents pour regarder les titles qu'ils ont, parce que des fois, il y a des mots-clés qui remontent pas dans les outils. Mais si un concurrent a fait une page dessus avec un title, il y a quand même une raison, quoi. Notamment, j'ai trouvé des pépites comme ça avec des mots-clés. Par exemple, il y en a un qui c'est le sobacha. C'est un espèce de OK. café mais amélioré. C'est un mot-clé pépite, il y a beaucoup de recherches dessus, c'est un truc par abonnement, les gens c'est comme du café, du consommable, mais comme il y en a pas dans le commerce, ça achète sur internet. OK. Il y a 2 fournisseurs en France, et j'ai été top 1 sur ce mot-clé-là pendant des années, et c'est un mot-clé à abonnement, quoi. Tous les 2 mois, les mecs ils rebillent Ouais, parce c'est qu'ils en ont sûr. plus, donc ils t'en rachètent. Donc derrière, tu dois avoir le premier fabricant, un mec qui a gagné le premier doit être un maître cafetier ou chocolatier qui a gagné un prix concours national, et après derrière tu as les revendeur. Tu vois, typiquement ce genre de mot-clé, on l'a trouvé pas au pif, mais parce que j'ai vu qu'un concurrent le vendait.
et j'ai vu qu'avec SimilarWeb, parce qu'il faut aussi arriver à analyser le trafic estimé, SimilarWeb est très bon là-dedans parce qu'il achète la data. Je me suis aperçu avec SimilarWeb que c'est une URL qui générait un peu de traf, quoi. Je me suis dit pourquoi. Donc on va essayer, hein. Le produit, je l'ai en catalogue, je peux le vendre, donc je crée ma page, je mets mon title, et oui, effectivement, c'était banco. Donc si tu vois qu'en étant Trop 5 bien. 6e cette URL plaît, tu te dis attends, en étant premier, ça va être sympa. Donc je fais ma structure de mots-clés, j'organise bien ma structure de site. Si je suis en e-commerce, j'ai vraiment une structure simple, quoi. Accueil, catégorie, sous-catégorie, produit. L'idée, c'est de bien organiser. Du contenu de qualité. Donc, quand je dis de qualité, c'est qui amène des informations pertinentes, hein. Des fois, ça peut être 5 lignes sur une catégorie, mais ça répond à ce que l'internaute a besoin. Si je vais taper chaussures roses, j'ai pas envie qu'on me raconte les différents roses qui existent, le code hexadécimal des couleurs, les machins. J'ai juste envie de voir un ensemble de paires de pompes roses, éventuellement pouvoir les classer en homme, femme, basket, machin, tu vois, donc avoir une interaction facile. Et puis après, c'est ma gage interne. Donc je vais réfléchir. Moi, je fais vraiment comme si mon méga menu n'existait pas, comme si mon footer n'existait pas. J'ai pas de sidebar non plus, et j'essaie de me mettre dans la place de Google qui arrive. Il vire tous ces éléments-là et il lui reste que l'intérieur de la page. Ok, le lien en haut doit monter vers la page d'au-dessus, et je refais tout mon maillage comme ça dans mon site. Donc j'ai forcément des doublons avec mon méga menu, mais moi je pense que Google pas décrédibilise, mais il donne beaucoup moins de poids en termes de page rank au méga menu ou au menu en manière générale et en footer. Et avec le HTML, le code, il est tout à fait capable de savoir que c'est une section qui revient souvent. Et en fait, tout ce qui est maillage dans les sections qui reviennent souvent, c'est typiquement utilisé pour du spam. Donc le fait de le dégrader, ça évite de spammer. Et je veux dire, mettre un lien dans du contenu avec la bonne encre. Avant, avec l'IA, c'était ultra compliqué à faire. Maintenant, avec l'IA, c'est assez simple. Mais avant, ça se faisait quand même, c'était difficile d'automatiser. Donc, je fais mon maillage interne des produits. Je vais mettre tout ça en ligne. Je crée ma stratégie de backlink parce que ça va être long et je suis obligé d'étaler dans le temps. Je ne vais pas tout bourriner tout de suite. Je vais tranquillement étaler. J'ai pas la même stratégie de backlink si je pars d'un domaine 0, d'un domaine 9, d'un domaine qui a de l'ancienneté. Donc, je vais faire un petit peu un planning chamanique, tu vois, pour savoir, pour pas essayer de faire pénaliser le domaine ou de lui prendre des filtres ou quoi. Et après, ce que je vais faire, c'est ce que j'appelle création de contenu. C'est vraiment me mettre ok, j'ai fait plein d'articles de blog sur des mots-clés visés, mais je vais essayer de me mettre dans la peau typiquement de quelqu'un qui ne connaît pas le Sobatcha, tu vois, si on parle là-dessus. En fait, les bienfaits du Sobatcha, c'est mieux dormir, être plus calme, être posé, ainsi de suite. Et je vais me mettre vraiment, c'est ça qu'on appelle le cocon sémantique, en fait. C'est me mettre à la place du buyer persona et me dire le type qui a besoin de Sobatcha mais qui ne sait pas que ça existe, qu'est-ce qu'il tape sur Google? Comment se relaxer, comment se détendre, tu vois, j'en sais rien, comment être stressé, je suis énervé au boulot. Et du coup, je vais traiter ces thématiques-là, mais pas sous un regard SEO, vraiment sous un regard, je diffuserai le contenu. Donc, je pars d'un article de blog assez long, je sais pas, cette boisson inconnue ou cette boisson créée par un druide ancestral a été, tu vois, des trucs vraiment un peu putaclic. Et ce contenu-là, je vais le dissocier je vais en faire plein de petits posts et surtout de la vidéo. Tu vois, une vidéo longue, ça peut être un podcast avec le fabricant, avec le créateur ou avec des sophrologues, tu vois, qui vont recommander le produit ou des gens qui recommandent le produit. Je fais un podcast en mode assez long. On parle du sujet. Ce podcast, ce format vidéo long, il part en petits shorts que je vais balancer sur TikTok et sur YouTube short et en format 1-1. Qui là vont aller faire Instagram et LinkedIn et aussi Twitter, format carré 1-1. On peut aussi mettre du short sur Twitter, mais sur mobile ça ressort mal. Il faut vraiment cliquer dessus pour l'avoir en mode short. Instagram le gère mieux, Twitter le gère mal. Et je vais diffuser ma stratégie de contenu en me disant j'ai fait un podcast d'1h30, j'ai fait un contenu long. Maintenant j'ai un mois pour le diffuser partout. Et je vais traiter des sous-thématiques de mon sujet, et peut-être tous les 2 ou 3 jours, il y aura un post là où se trouve mon audience. Donc, si c'est sur Twitter, je vais allumer sur Twitter. Si c'est sur YouTube, je vais faire mes shorts YouTube. Généralement, il n'y a jamais que YouTube, il y a YouTube et un autre réseau. Insta, machin. Donc, si c'est des photos, si c'est Instagram, ça va plutôt être des photos. Si c'est, ça peut être aussi de la vidéo 1-1. Si c'est Twitter, si c'est Facebook ou si c'est LinkedIn, je vais pas forcément attraper les mêmes sujets. LinkedIn, ça peut être, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes stressé, une tasse de Sobatcha le matin. Ouais, même pour tout ce qui est ça vous grossiste détend. et tout, je pense, hein. Grossiste, pour des personnes qui souhaitent revendre. Toi, en fait, tu es le grossiste et la personne, elle revend aussi à l'unité Là, derrière. C'est il y avait déjà l'extruquette un qui marche bien, ça. Ouais, il y avait déjà un fabricant, donc c'était déjà. Mais le fabricant était dur à trouver, donc oui, on aurait pu imaginer se positionner devant le fabricant. Alors, ce qui était assez drôle dans ce cas-là, alors je peux en parler parce qu'on n'est plus sur le business, mais
c'est que le fabricant était énervé qu'on soit premier, il ne comprenait pas pourquoi lui était pas premier. Donc on avait tout un tas d'appels à chaque fois qu'on passait commande, mais vous faites quoi exactement? Parce que Google vous a mis premier. Alors du coup on rigolait, non mais on a un pote chez Google, alors il nous met premier comme ça. Ah bon, vous êtes sûr que c'est et on rigolait. Et donc, à la fin, il a refait faire son site par une agence. Il a trouvé une agence SEO. Et donc, à la fin, il nous talonnait. Il était vraiment deuxième parce qu'il avait compris le truc, mais il avait payé une agence SEO, une agence Ouais. web qui avait bien bossé. Il avait refait Mmh. complètement son site et tout. Et lui avait des liens d'ailleurs. Il est repassé devant nous après, un peu avant qu'on vende le site. Parce que lui avait des liens hyper étatiques, d'où l'important, je parlais tout à l'heure d'une marque, parce que lui était un vrai maître, c'est pas chocolatier ou cafetier, je sais plus, c'était un vrai créateur qui avait fait des concours, qui était passé à la télé, qui avait un vrai savoir-faire dans la production parce que lui, c'était vraiment le producteur. Et donc, les OK. médias parlaient de lui et les médias parlaient pas de nous, quoi. Ce qui est normal, on était le simple revendeur au même titre que plein de boutiques en France. Mais voilà, je fais mon contenu et j'allume sur mes réseaux. Le but, c'est de générer un maximum de trafic. Et après, sur mon article de blog, bah, j'ai des articles de blog purement SEO et j'ai des articles de blog un peu plus en mode informatif où là, je vais traiter, c'est mon fameux entonnoir, hein, top Mmh of mh. funnel, le haut du funnel, le bas du funnel. Le bas du funnel, c'est des gens qui connaissent le produit et qui savent vraiment où l'acheter. Juste au-dessus, c'est ils connaissent le produit, mais ils connaissent pas notre boutique. Et tout en Mmh. haut, c'est je connais même pas ta boutique et je connais même pas la solution. Donc, bah, comment on fait connaître le concept Sobatcha à des gens qui ne savent pas que ça existe, quoi. Mmh mh. Très Voilà. puissant. Et si tu veux, cette stratégie de contenu fait que tu répètes ta marque, tu te mets en avant, les gens vont visiter ton site, ça va générer de l'attraction, de la vidéo. La vidéo, c'est beaucoup plus engageant. Et au travers de ça, bah, on peut imaginer après plein de ce qu'on appelle les call to action sur mon site. Et ça, c'est vraiment un truc, c'est en e-commerce, il manque beaucoup de call to action. C'est la bête pop-up, inscris-toi à la newsletter. Tu sais, années 70, quoi. Non, c'est, je sais pas, rejoins la liste C'est clair. privée, tu vois, rejoins la liste privée, demande ton Mmh. échantillon gratuit, Ouais, un lead recevoir ma magnet, dose de, où tu peux un ouais, livre blanc, un recevoir petit truc comme ça. ma dose de détente, mais tu vois, un truc vendeur, Mmh. pas juste inscrivez-vous, quoi. Et donc, Ouais. tu peux imaginer envoyer, je sais pas, en lettres suivies, 10 grammes de Sovacha pour faire une première infusion, et que la Mmh. personne essaye. Tu peux imaginer plein de choses, mais du coup, récolter une liste email pour derrière avoir une stratégie d'outbound et de contacter les gens, avoir des leads en stock, quoi, et pas attendre Ouais. bêtement que les gens viennent à vous, quoi, ou OK. achètent. Et Donc, d'ailleurs, petit point, je te coupe, Elliot, mais c'est sur le sujet qu'on parle. Donc là, OK, on a un lead magnet, on récupère du mail. Pareil, petite question bête, mais quelle est, selon toi, la puissance d'avoir une base mail sur un site également? Est-ce que c'est pareil, tu penses que ça peut influencer également ton ranking? Le fait d'avoir plus tu as une grosse base mail, pardon, plus, tu penses que c'est intéressant également d'un point de vue de ton ranking sur Google? C'est pour moi exactement la même chose, en ce sens où tu vas générer du trafic en envoyant un mail. C'est pareil pour le push notification, tu prends des trucs comme Outpush ou voilà, ça push, ça va te lancer une notification. Plus compliqué à utiliser sur du e-commerce, mais on peut imaginer des usages. Donc oui, avoir la newsletter, ça permet, bah, d'informer, tes clients d'une nouveauté ou de quelque chose. Après, pour moi, la bonne stratégie, c'est pas la newsletter à l'ancienne, voici les promotions. Faut en faire, mais voici les promotions, moins 5%, tu vois, ça c'est complètement nul. Par Mmh. contre, envoyer des newsletters vraiment en mode écrit, ce qu'on appelle mode copywriting. Je dois vous raconter une histoire aujourd'hui, d'engager ta communauté. Je suis machin, le créateur de la boutique truc. Vous savez que je suis passionné des produits Intel. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé la boutique. Bon là, faut que je vous raconte un truc. Un fournisseur m'a appelé ce matin. J'en sais rien, tu vois, c'est dramatique pour lui, son atelier a brûlé, faut l'aider à écouler des produits. Du coup, je vous fais moins 20% sur faut pas, genre, c'est pas faux, c'est vraiment un truc qui est arrivé par exemple chez nous. On a fait une OK. newsletter en disant bah il a besoin d'écouler son stock parce que son atelier a cramé, il a plus de quoi stocker, il nous en envoie. Ah ouais, Bah, trop bien si vous ça. voulez faire un geste, achetez. Donc du coup, bah forcément on en a tiré des bénéfices parce que c'était intelligent. Il fallait prendre ces produits avec d'autres produits sur lesquels on avait plus de marge. Tout, on avait réfléchi, mais la personne qui recevait la newsletter, elle avait l'impression d'aider, quoi. Elle a l'impression Mmh. de, tu vois, des fois, Ah ça peut sans être tu une newsletter obligé juste. quoi. C'est bien ça.
Oui, et puis en même temps, c'était vrai, c'est que si on n'aidait pas le Mmh. fournisseur, bah, t'es dans la daube, quoi. Donc, Toutes les tu vois, ça semaines, peut le aussi être, fournisseur, il avait le stock qui cramait, toutes les semaines, tu étais obligé d'envoyer le mail, tu sais? tu le Non. fournisseur pas chanceux, un coup, tu sais, c'est un peu comme les gamins qui vont pas à l'école, un coup c'est la grand-mère qui est morte, un coup c'est le chien, un coup c'est donc tu Non, mais on peut imaginer, tu vois, une newsletter juste, je sais pas, 5 destinations. Nous, c'était des produits, d'une certaine région de France. Bah, tu Mmh. peux imaginer, voilà, 5 destinations si vous allez à machin, 5 lieux à voir Mmh. absolument, guide voyage. Après, ça pouvait être, 3 recettes à faire, quand c'est, la Chandeleur, bah, vous faites des crêpes à cette manière-là, c'est plus sympa. Interview de un tel, on parlait de faire du contenu, je veux dire tout ce qui est interview de fournisseurs, de producteurs locaux, de collaborateurs, de passionnés, de gens de votre communauté ou autre, il y a plein de solutions pour faire du contenu, Mmh. quoi. Et tout OK. ça, c'est des contenus qui plaisent, tu vois, vraiment quand tu es en mode podcast, en mode un peu comme ce qu'on fait là, j'ai rien à vendre, je propose pas de produit, mais à force de voir ma tronche, il y en a bien un qui va aller voir les produits et se dire j'ai tel besoin. Ouais, il avait Ouais, l'air ça. sympa en vidéo, je vais aller tester son service, tu vois. Mmh, Donc mmh, c'est mmh, pareil, mmh. mais si tu restes effectivement vraiment bloqué devant le e-commerce qui vend le produit et point, t'as pas cette relation. Il y a un concept depuis 2 ans bientôt qui se développe. On a toujours dit l'argent est dans la liste, sous-entendu dans la mailing list. C'est pour ça qu'il faut absolument capter du mail. Mmh. Et là, la théorie depuis 2 ans, c'est que c'est la relation qui est dans la liste, c'est-à-dire pas forcément le nombre d'abonnés que tu vas avoir ou le nombre d'emails, mais la manière dont tu crées un engagement avec eux. Et tu remarqueras, il y a des créateurs comme ça, ils peuvent changer d'activité 3-4 fois de suite en 10 ans. Vu qu'ils ont cette base mail et ces gens qui les suivent, il y aura toujours de l'engagement en fait. Mais pas de l'engagement parce que le produit est meilleur que les autres, juste de l'engagement parce que ils font quelque chose et qu'on a envie de les suivre. C'est typiquement le cas de, tu prends Sendshort, qui est une marque pour découper des Mmh. clips. Il est un peu plus cher que le marché, mais il produit du contenu, il a des fonctionnalités sympas, c'est français, ça marche bien, il est cool dans ses podcasts, machin, il explique et tout, donc tu vas t'orienter vers sa solution plutôt qu'une solution américaine où l'interface est en anglais, tu piges rien et tu connais pas le type derrière, quoi. Ouais, Donc c'est vrai. C'est comme pour voilà, tout, hein, de toute façon, hein, tu ça fera pas tout, mais ça peut faire la petite différence qui fait que mmh mh. euh, bah, Ouais, tu prends un avantage, quoi. la proximité que tu peux avoir, effectivement, ça joue aussi. Je suis d'accord. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu expliques parce que c'est la réalité, en fait. C'est la réalité du marché actuel. C'est que maintenant, les gens ne vont plus sur internet pour acheter un produit, ils vont acheter aussi une expérience d'achat et au-delà de ça, c'est une relation avec la marque avec laquelle ils vont acheter le produit, quoi. Ouais, et ça, je l'ai d'autant plus bien compris où ça sert à rien d'avoir le meilleur produit. C'est le meilleur produit plus relation qui va fonctionner, quoi. Parce que tu vois des offres sur le marché moins bonnes, mais parce que les gens ont une image du créateur, ils vont s'orienter vers l'offre, en fait. Et comme OK. le créateur est vachement sympa, l'offre ne peut pas être pourrie. Tu vois, dissonance cognitive, elle sera Ah! jamais pourrie. Elle est effectivement peut-être moins quali, moins bien, mais comme le créateur, nanana, ça ne peut pas être pourri, c'est impossible, c'est forcément le meilleur du marché, tu vois. Et ça, on l'a vu se créer plusieurs fois. Effectivement, donc si tu arrives avec le meilleur produit possible, plus cette manière de vendre et de te présenter, bah, tu as les deux combos qui fait que t'as un bon produit, donc tu es quand même fier de toi et heureux d'avoir sorti une belle offre. Et en plus, bah, tu as une belle image de marque, donc les gens sont attirés en fait par toi et par tes offres. Et du coup, bon, tu as un petit peu touché, quelques mots, durant, le début de cette vidéo, mais pour un peu un petit peu avancer sur notre échange, est-ce que tu as on va dire les grandes lignes, des évolutions, cette année, des grandes tendances que tu as pu observer au niveau du SEO, les grosses tendances 2024 que tu as pu voir? Donc là, tu m'as parlé, au début de la vidéo de tout ce qui tourne autour de la présence sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu as d'autres choses pour compléter ou pas, tout simplement? Pour moi, ça va être clairement, c'est est-ce que ton site est capable d'amener du trafic autre que écosystème SERP, autre que la recherche Google. Pourquoi? Parce que si tu es une vraie marque, c'est ce qui se passe. Donc Google a une manière de se dire c'est de plus en plus simple de pas identifier, d'identifier un spammer qu'un canal unique. S'il n'y a pas de canal unique, il est un peu moins spammer. Et si en plus on amène du trafic, ça veut dire que le contenu plaît. Faut savoir qu'avec l'IA, ça a accéléré le mécanisme pour moi. C'est super dur pour Google de savoir si un contenu, encore plus avec l'IA, est qualitatif ou pas. Avant, le côté mécanique automatisé était repérable avec différents patterns, ce qui faisait qu'on pouvait voir Ouais. que c'était du spam. Plus ou moins, tu vois, il y avait moyen de frauder encore, mais plus ou moins. Maintenant, avec l'IA, tu peux en masse produire des contenus qui coûtent cher à analyser, qui sont peu qualitatifs.
Tu vois, Ok. nous, au tout début de Content Rank, on nous a demandé des contenus IA. On a produit des contenus IA qui avaient Mhm. des scores d'optimisation sémantique super élevés, donc Ok. qui se positionnaient extrêmement bien dès le début dans la SERP, qui se faisaient sortir au bout de 3-4 mois parce que le contenu n'avait pas de valeur ajoutée. Tu avais lu, tu n'avais rien appris. Il y avait D'accord. tous les mots, il y avait toute la sémantique comme Google nous le demandait, mais tu n'avais rien appris après avoir lu le contenu. Et c'était des premiers tests qu'on a vus, et on a vu plein de textes IA, soit ne jamais ranker parce qu'il n'y avait pas la sémantique, soit ranker parce qu'il y avait la sémantique, mais redescendre parce que quand l'internaute arrive dessus, il n'est pas satisfait, il n'a pas d'interaction avec le contenu, parce qu'une fois qu'il l'a lu, il n'a rien appris. Les Hmm. fameux, il sera important de choisir avec les bons critères. Ok, quels critères? Voilà. Ce critère est important, et il te mettait le mot-clé. Mot-clé, autre critère à prendre en compte. Ouais, mais comment? Tu vois ce que je veux dire? C'était vraiment des contenus plats, quoi. On en a tous lu, Ouais, ouais. Ouais. on en a même tous publié. Et Google a dû accélérer son mécanisme de learning to rank, de RankBrain et ainsi de suite, et maintenant d'IA, Ok. pour savoir exactement quand est-ce qu'un internaute n'a pas d'interaction avec le contenu et quand est-ce qu'un internaute voit que le contenu lui plaît pas. Parce que si tu Hmm. ressors de la SERP, si tu cliques pas, si tu scrolles pas, si tu lis pas, si tu te barres rapidement, c'est que le contenu te convient pas. Et ça Hmm. coûte rien à Google en termes de ressources, puisqu'il a juste analysé la data du navigateur. Ça coûte Et rien d'analyser combien de temps. le taux de rebond, en Exactement. fait, clairement. Ouais, c'est ça, c'est ça. Le taux, temps passé sur la SERP, plus plein de critères. Et surtout, est-ce que l'internaute s'est barré de ton site et est-ce qu'il a continué sa recherche sur la SERP et est-ce qu'il a finalisé l'interaction sur un autre site? Parce que j'ai pas été sur le premier, je suis ressorti, je vais sur le Ça, c'est deuxième, je ouf, suis ouais. ressorti, Hmm. et je vais au cinquième, et le cinquième, j'achète. Tu vois? Alors, je te dis pas une fois, mais ça, sur un échantillon très important, la probabilité de te dire que le cinquième est plus pertinent que toi, c'est quand même important, tu vois. C'est quand même de se dire, ouais, si tout le monde achète chez le 5, et en fait, c'est même pire que ça. C'est ceux qui ont visité le numéro 5, mais aussi le numéro 2 et le numéro 1, achètent plus chez 5. C'est différent Hmm. de dire tout le monde achète chez 1 et 2. Non, parce qu'ils n'ont pas visité le numéro 5, donc ils ne pouvaient pas savoir que 5 était plus pertinent. Donc, quand tu croises toutes ces datas-là, tu peux arriver à faire un autre croisement de données qui est de dire qui est meilleur que l'autre, quoi. Et la réalité, c'est est-ce que l'internaute a fait une action ou pas sur ton site. Ouais. C'est pour ça que les genres d'outils comme Calculette pour les furets.com ou ce genre de site ont toujours marché, parce que tu as une interaction et tu restes sur le site, tu vois. C'est vrai. Donc, moi, je pense vraiment que le gros point, c'est il faut plaire à l'internaute vraiment maintenant, parce que c'est le gros signal et c'est lui le juge de paix qui dit est-ce que ton contenu est de qualité ou pas. Il y a encore des histoires d'algo qui, dans un premier temps, vont te placer, mais une fois que tu es devant le juge, c'est l'internaute qui dit il est OK pour le contenu ou pas OK pour ce contenu-là, par les actions qu'il va faire. Donc, c'est ça pour moi vraiment qui change. C'est faut qu'on fasse notre SEO de base comme d'habitude pour arriver en première page, arriver dans le top 5, arriver dans le top 3. On n'a pas le choix. Et une fois dans stop 5 ou stop 3, on doit plaire à l'internaute absolument et renvoyer des bons signaux à Google. Il y a encore tout plein d'astuces pour ruser, hein. C'est pas tout foutu. Mais au final, plus ça va, plus ça coûte cher de ruser et plus faut en Hmm. fait bien faire le job, quoi. Je veux dire, ça coûte peut-être moins cher d'aller mieux sourcer ses produits pour mieux acheter, pour revendre au même prix que les autres, que d'aller Hmm. mettre dans tes microdata un faux prix, quoi, Hmm. par exemple. Parce que tu vas mettre un faux prix ou une fausse notation dans tes microdata, mais quand l'internaute arrive, il voit bien le vrai prix. Tu peux pas le truander. Ouais, Ou ouais, alors ouais, c'est autre ouais. chose. Mais voilà, il va se dire, bah non, attends, je suis plus cher, ou j'ai plus le stock. Tu vois, avant, on pouvait mettre des produits en stock avec des reviews, et quand l'internaute arrivait, il y avait plus de stock. Tu vois, c'était aussi une Hmm. manière d'agrandir le catalogue produit. Bon, bah maintenant, un internaute qui arrive dans la SERP, qui a vu qu'il en restait, que c'était disponible et qu'il y avait un prix, il arrive, c'est pas le même prix, et c'est plus dispo. Ouais, c'est mort. C'est normal qu'il envoie un mauvais signal, tu vois, il n'y a pas Hmm. de, pas à se plaindre. Donc pour moi, c'est Ouais, vraiment ouais, ça qui ouais, c'est vrai que change. là-dessus. Ouais. C'est vraiment ça qui change, c'est qu'on peut plus forcément mentir. Il faut envoyer des bons signaux. Quand on est dans ce top 3, dans ce top 5, il faut envoyer des bons signaux et tout faire pour, quoi. Donc, peut-être des incitations au scroll, des incitations à cliquer, des incitations à faire une action quand l'internaute est sur la page, et pas s'en aller, quoi. Ouais, c'est des bons points, hein, franchement. Mm. Déjà, oui, Mm. si quelqu'un, une personne respecte tout ça, je pense qu'il a déjà des bonnes bases, mais tu avais peut-être autre chose encore pour compléter ton Non, je discours? disais, c'est le gros point à retenir, ça serait ça. S'il y a un gros truc qui change, tu vois, ça Hmm. serait vraiment ça. Pour résumer, c'est un premier point, être visible sur un maximum le multicanal, développer du multicanal, et surtout penser UX, penser client, penser visiteur, et de se dire, OK, sur chaque page de ton site, quelle valeur je donne, et surtout,
quel chemin, quelle visite, enfin, quels sont les CTA disponibles sur cette page de façon à ce que l'utilisateur reste le plus longtemps possible sur mon site internet? Ouais, et fasse des actions, c'est ça. C'est comment je génère du trafic autre que Google et une fois que ce trafic arrive sur mon site, comment est-ce qu'il est ultra Mmh. satisfait de la visite, quoi. Il arrive dans le hall de l'hôtel, on lui fait visiter la maison ou l'hôtel, bah, comment il est satisfait de tout ce qu'il voit et comment il part pas en courant par la fenêtre dès qu'il peut, quoi. Tu vois, c'est un peu ça, Ouais, 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 et ouais, c'est pas pendant mal. pendant la visite, il ouvre la fenêtre, il se barre parce qu'il en a marre de ce qu'il voit, c'est un peu ça l'idée, Mmh mh. et Ah de fou, et je de pense, tu vois, fou. qu'il y a vraiment des signaux différents. Il y a ressortir du site web, il y a fermer ma fenêtre, il y a Mmh. continuer ma navigation après parce que même si c'est anonymisé, que c'est qu'un ID, on sait ce que tu fais. Tu fermes pas ta session Chrome quand tu sors d'un site web. Tu restes C'est sur vrai. Chrome, en fait, tu restes donc tu fais d'autres choses. Donc Mmh. on peut savoir ce que tu fais et on peut voir qu'effectivement, on peut analyser que c'est une recherche informative. J'ai besoin d'une définition, j'arrive sur un site, je reste 1 seconde parce que j'ai lu une ligne, je ressors, je continue mon travail. C'était pas un mauvais signal, c'était un bon signal. J'ai trouvé ce Mmh. que je voulais rapidement. Par contre, je Mmh. continue ma recherche sur d'autres sites, juste, tu vois, Oui, oui, oui. donc mais encore une fois, ce qu'on dit là, on le disait déjà en 2016-2018, hein. Il n'y a pas de nouveau, Ouais, c'est juste que ça s'est en vrai, ouais. accéléré et amplifié avec l'IA parce que, Mmh. et je pense qu'on le voit encore avec la navigation, Google avait viré le num 100, il s'était mis en scroll infini et là, depuis hier, ils remettent la navigation, ce qui OK. montre bien que Google ne sait plus ce qu'il fait. Tu te demandes s'il y a OK. encore un type à la tête du truc. En roue Ils font libre. A, puis B, puis C, puis D. Tu as l'impression que c'est le stagiaire se fait engueuler par l'alternant. Tu vois, et le boss arrive le vendredi soir à 16h et il engueule les deux, quoi. Ouais, non, c'est vrai, là-dessus, les quand tu vois, oui, les mises à jour Google, on s'en prend pas constamment et quand tu vois, certaines, mises à jour où on fait un pas en avant, 2 pas en arrière, tu te dis: «Ouais, c'est un peu complexe» et tout à l'heure, tu me parlais un petit peu de tout ce qui tournait autour de, bah, de l'IA, de la qualité de l'IA. Dans ton quotidien, dans ton agence, sur la gestion de tes sites, quelle place, prend cette dernière? Est-ce que tu utilises des outils? Si oui, lesquels? Voilà, un petit peu pour qu'on sache également ta vision sur ce sujet. Bah, je reste toujours dans le même discours sur l'IA. C'est un super assistant. C'est-à-dire que j'ai toujours ChatGPT d'ouvert. Dès qu'on fait quelque chose, on utilise ChatGPT, mais pour des tâches qui, en fait, au final, nécessitaient pas forcément une très grande expertise. Tu Mmh. vois, là, on est en train de préparer SEO Summit, on fait les bios des intervenants. Bon, Mmh. bah, j'ai juste à collecter 5-6 pages sur le web des intervenants ou des datas qu'ils me donnent. Je mets ça dans le ChatGPT et avec un process et il me fait ma bio et il le fait très bien. Mmh. En réalité, je fais juste en 3 minutes ce que j'aurais fait en une demi-heure. Parce que lire le sujet, compiler, réfléchir à ce qui est important, puis rédiger, je peux le faire, mais ça me prend une demi-heure, trois quarts d'heure. Tu vois? Alors que là, en 3-4 minutes, il te l'a fait. Et en réalité, il n'y a pas tant de valeur ajoutée que ça à faire une bio. Parce que je veux dire, Non. une bio, Non, c'est non, pas non, non non, ouais. plus l'enjeu de l'événement se joue pas sur la bio. Trouver des idées, tu vois, des titres de vidéos YouTube. Je vais lui OK. scraper une SERP YouTube. Je vais lui dire voici le top 10 ou le top 30 des titres YouTube qui plaisent dans la thématique nana. Genre tu es dans telle fonction, tu vas m'aider à faire ça. Voici ce que j'ai constaté qui plaît. Maintenant, donne-moi, et c'est ce que je disais souvent, c'est que je lui demande 15, 20, 30 idées de ce que j'ai besoin et je lui demande pas une. Et moi, je choisis Mmh. dans les 30. Parce qu'en Et fait, tu dans OK. les 30, il y en a toujours deux ou trois de bien. Et par contre, je reprends, je dis, OK, celle-là et celle-là me plaisent vraiment. Creuse et pousse le truc, donc va plus loin, donne-moi d'autres idées complètes, fais plus ci, fais plus ça, il me donne l'ensemble. Et là, l'idée, une fois que j'ai trouvé mon sujet, c'est OK, maintenant fais-moi une description d'une vidéo YouTube, fais-moi un scénario, donne-moi. Bref, tout ce que je vais avoir besoin. Et la seule chose, c'est que je garde mes neurones connectés et quand c'est trop débile, bah, je le vire, quoi. Je recommence un nouveau chat et on repart de zéro, en fait. Surtout quand je vois OK. qu'il tourne en rond. Donc ça, c'était pour ChatGPT, qui est un peu mon assistant stagiaire au quotidien. Sur de la rédaction, on voit que Claude est plus pertinent. OK. Tu On a l'utilises? aussi, ouais, j'utilise aussi Claude. OK. Donc là, tu peux l'avoir sur claude.ai, tu crées ton compte, tu te connectes Mmh et c'est mh. réglé. Tu as un mode dashboard exactement comme Playground, comme ChatGPT. Mais ChatGPT est un peu bon dans tout. C'est pas le meilleur dans tout, mais avec un seul outil, tu as à peu près tout. Et pour ce que je fais toute la journée, il me convient largement, tu vois. Et après, on a d'autres d'usages qui sont par API, où là, c'est des process beaucoup plus lourds et complets, où là, on vient taper dedans. Et c'est pas toujours la même IA que le même modèle de langue qu'on va utiliser selon ce qu'on a à faire. Là, on en Mmh. a jusqu'à 7 ou 8 modèles de langue.
Et là, c'est des Ah oui. process qui peuvent faire, je sais pas, 40, 50 étapes, quoi. Ou c'est des process automatisés. Voilà, typiquement, par exemple, monter un site d'édition de site, voilà, ça prend une trentaine d'étapes et ça peut se faire en automatique. Et après, pour vraiment ce qui est contenu, bah, je me sers en le nourrissant avec des contenus d'autres contenus, à sortir mon plan, à remplir mon plan, je complète à la main, je lui redonne des datas qui viennent de sites d'info, des points .gouv ou de la data d'ailleurs, et je lui fais nourrir, je lui fais ajouter des tableaux, je lui fais trouver des vidéos sur YouTube, et après je construis mon contenu, et en une demi-heure, j'arrive à avoir 800 ou 1000 mots qui sont hyper pertinents, alors qu'avant, j'aurais peut-être mis 2 heures, quoi, ou 1 heure et demie, tu vois. Ah, c'est vrai Euh, que c'est un gros gain de temps, hein, même sur la préparation d'un plan, par exemple, pour de la rédac, c'est un gain de temps qui est juste incroyable. Après, il Poser, faut po- faut bien le poser bosser. des Vas-y. questions pour interviewer quelqu'un, Mmh, typiquement. Voilà les dernières interviews qu'il a réalisées. mmh, L'IA nous permet de passer de vidéos en texte avec des plugins Chrome assez rapidement. Tu prends le contenu qu'il t'a donné dans le chat GPT, ça te fait ton chapitrage, ça te fait ton résumé de vidéo, mmh. ça peut te faire Ça, c'est 15 idées de hyper bien post. ça. Ah oui, mais je Ouais. prends un contenu long, j'ai tout mon détaillé, ça me fait mon chapitrage, je dis, bah, donne-moi 30 idées de posts. Dans tout ça, trouve-moi 30 moments super importants ou pertinents qui ont abordé un sujet précis, il va me donner les 30 idées de sujets. Après, et c'est pour ça que sujet, j'en développe des posts. Tu vois. Et Mmh, ce qui est marrant, mmh, c'est que mmh, son mmh. style n'est pas le même si tu lui dis LinkedIn ou Twitter, par exemple, pour écrire un post. Ouais, Déjà c'est sur vrai, Twitter, on a ça fait va des plutôt être un tests. thread. Voilà, sur LinkedIn, ça va plutôt être un autre. Si Mmh. tu lui dis aussi de quel niveau il est, tu vois, est-ce qu'il est plutôt en terminale au lycée, est-ce qu'il est plutôt en doctorant, est-ce qu'il est plutôt monsieur tout le monde, est-ce qu'il est plutôt jeune, plutôt vieux, quel âge il a, OK. selon ce que tu lui mets, il va aussi jouer un petit peu. C'est pas transcendant des fois, mais des fois ça ajoute un petit peu de Ça, j'ai jamais ton essayé formel, par ton contre. informel. Ouais, Ouais, ça j'ai c'est fait, mais par contre sur l'âge de la personne, j'ai jamais trop essayé, tu vois? Donc je sais pas trop mon avis, sur le c'est au le niveau du sujet, je savais pas du vocabulaire que tout. ça va. OK, Alors il y a des fois tu vois vraiment que ça a changé, puis des fois ça change ouais. clairement rien. Ouais, ça a pas Selon le ça a pas sujet, grand-chose. bah, ça dépend ce qu'il t'a fait en haut comme étape, en fait, ça dépend où il en est. OK, Parce que ça peut être donc tu utilises quand contradictoire même avec d'autres choses. tu utilises un petit peu quand même, l'IA dans ton quotidien pour un peu tout, en fait? Enfin, un peu tout, mais sur des tâches où, l'IA va pas créer une énorme valeur, mais plutôt va créer une optimisation de ton temps, quoi. Ouais, c'est ça, une optimisation du temps où, là où j'aurais eu besoin de quelqu'un, où d'habitude Mmh. j'aurais décroché le téléphone et j'aurais appelé en disant: «Tiens, c'est mon début d'idée, aide-moi à faire ping-pong». Bah là, tout seul, avec l'IA, quoi. Ouais, Avec c'est ça. ChatGPT, je suis tout seul, j'envoie ma première idée. Je dis, comment on pourrait faire mieux? Est-ce que tu as d'autres sujets? Est-ce que tu vois des points que j'ai oubliés? Est-ce que tu ferais mieux? Quels points tu peux compléter? Et puis des fois, il sort des trucs complètement débiles, quoi, clairement. Et puis des fois, Ouais, bah, ouais, ouais. c'est dans 10 idées débiles, tu as un début d'idée. Tu dis, ah, traite-moi ou rentre dans le détail sur ce point-là parce que je le trouve effectivement étonnant. Mmh mh. Tu peux aussi parler d'angle. Angle complètement différenciant, angle commun, trouve-moi les points communs, trouve-moi tous les points que tous ces titres-là abordent ensemble, OK, quels sont les points qu'ils n'abordent pas ou qu'est-ce que tu vois comme point omis? Il faut savoir quoi lui OK. demander en fait, c'est toujours la même chose et après bon, en fonction de ça, tu peux te dire: «Bah, est-ce que j'ai envie de faire un sujet que je traite comme tout le monde ou est-ce que justement je dois complètement aller à contre-pied? Il faut que je trouve le point dont personne n'a parlé, quoi». Le sujet hyper précieux à comprendre si tu veux, c'est qu'il faut lui donner matière à. Donc, Mmh. si tu as de l'extraction de vidéos, si tu as des articles de blog, si tu as déjà des choses, il va bien s'en sortir. Si tu pars de zéro et que tu lui donnes rien en disant rédige-moi un article là-dessus, c'est nul. Toi, j'ai vu un Mmh. prompt sur LinkedIn un jour, c'était rédige-moi un article sur tel sujet, optimise-le pour les SEO. Bon courage. Ça va partir en Donc, live là, je pense. Là, ton article, il ouais. ça part trop, ouais, non. Et puis tu à mon avis, il va te sortir, trop de répétitions, enfin, bon, ça va pas du tout être opti et Bah, puis, déjà, il fera que 400-500 mots, il sera pas mouais. aiguillé, il aura pas traité le truc, ça va rester superficiel, tu auras pas la bonne sémantique dedans, donc il va se répéter, voilà, donc Mmh, mmh, tu mmh. Ouais, souvent, il enfin, peut je sais que nous, ce qu'on fait des fois, c'est, on va prendre donc, une liste de mots-clés, dont un mot-clé principal sur lequel on souhaite être positionné. On l'injecte sur ChatGPT, on lui dit: «Propose-nous des idées de, sujets que l'on pourrait, traiter, de titres accrocheurs, de titres informatifs et cetera», ce genre de choses, comme tu disais tout à l'heure, putaclic ou non. Après, comme ça, ChatGPT va nous sortir, bah, justement différents prompt, tu vois? Enfin, différents, pardon, titres. On va en valider un ou 2, enfin bref. Derrière, on sort et on lui demande un plan.
Le plan, des fois, tu l'as très bien dit, on lui injecte des articles de blog existants traitant d'un sujet similaire. Derrière, il nous propose le plan et après, on fait la rédaction étape par étape sur chaque le plan, enfin sur chaque partie du plan. Ouais. Je sais pas comment toi, si c'est comme ça aussi que tu bosses un petit peu. Ouais, alors nous, on lui injecte plutôt des mots-clés qui viennent des guides Urtext Guru, puisqu'on travaille beaucoup avec Ouais. Urtext Guru, donc on Ok. utilise les 3 grammes. On peut aussi en amont lui demander le champ lexical d'un terme, quel est le champ lexical de tel sujet, il va nous donner un ensemble de mots. On peut lui demander de prendre chacune des sous-thématiques, de voir quelles sont les entités d'une certaine manière, tu vois. Par exemple, je sais pas, tu prends la maison. Si tu Mhm. dois faire une rédaction sur le homestaging, tu dis bon, ok, quel est le champ lexical du homestaging, le champ lexical de la maison, Ouais. mais par rapport aux équipements, par rapport aux entités nommées, aux noms, aux architectes, par rapport aux accessoires, par rapport aux équipements de la maison, il va te sortir différents. Et après, tu peux lui demander, dans ton plan, tu vas classer selon ton plan les mots du champ lexical qui vont avec le moment de ton plan, et après tu lui fais Ok. rédiger avec chacun des mots qui correspond au plan. Mm. Pour être un peu plus fin, tu vois. Donc, Ouais, pas mal. mais encore une fois que tu fais ça, si tu veux, tu as passé une demi-heure, trois quarts d'heure à rédiger ton contenu. Tu as juste Mm. fait mieux que d'habitude et en termes de productivité, tu as été plus loin. C'est ça. Voilà. Oui, il faut le voir comme ça. Je suis d'accord. Ok. Ouais, oui, oui, c'est ça. Autre question que j'avais à te poser, Elliot, maintenant un petit peu on va parler des erreurs courantes. La question est la suivante, quelles sont les erreurs courantes que tu as pu constater auprès de tes clients ou même que toi-même t'as pu rencontrer dans ton quotidien au niveau du SEO que les personnes vont souvent faire? J'ai envie de dire la plus grosse erreur sur le SEO, ça va être de mal ou de pas choisir ses mots-clés. Et donc d'utiliser un mot-clé qui est des fois connu par les experts ou qui est tellement spécifique qu'il parle pas à tout le monde, mais qui est pas forcément le mot-clé que les gens vont taper. Ou alors ne pas transformer, tout simplement pas mettre de titre à des pages ou si tu veux que certaines pages j'ai pas de mots-clés visés quoi. Chaque page sur le site qui a une action d'e-commerce, de vente ou de transformation doit absolument avoir des mots-clés. Tu vois, donc ça, Ah c'est oui, ouais. hyper important. Et on voit trop de sites où la page d'accueil s'appelle accueil, quoi, alors qu'en fait, tu vises pas le mot-clé accueil. Et il y en a Euh, souvent ça, hein, en plus, on en voit ouais, il y en tous a les plus que jours. ça, tu vois. Ouais. Et des sites qui sortent d'agences qui viennent d'être mis en ligne il y a quelques semaines. Hein, donc, il n'y a pas d'excuse de te dire, ouais, on n'a pas Ouais. travaillé le SEO. Ton site, il vient de sortir, il a été mis en ligne, tu vois. Donc, ça, c'est le plus gros point. Et le deuxième point, et ça, c'est un fléau depuis quelques temps, c'est que maintenant, tous les Mhm. contenus font 2000 mots. Ok. Apparemment, on peut plus traiter une requête en dessous de 2000 mots. Avant, on le faisait en 500-600 mots, ça se passait très bien. Depuis l'IA, ça n'existe plus. Tout le monde cale 2000 mots partout. Très bien. Et surtout, c'est que c'est des contenus qui sont complètement éclatés, quoi. C'est plat, c'est lisse, ça a pas d'âme. Tu lis, t'as rien appris. Ça dit exact. Et quand t'as appris quelque chose, ça dit la même chose que le blog d'à côté, en fait. Il y a plus d'innovation, il y a plus de manière spécifique, il y a plus de contenu remarquable, tu vois. Quand je te disais qu'on écrit un article de blog sur la base d'un contenu vidéo long, type un podcast, c'est obligé quand tu mets 3 êtres humains autour de la table qu'il en ressorte des concepts novateurs, uniques. Donc si tu fais C'est ça. rédiger ton article sur cette base-là, tu en ressors quelque chose d'unique. Sauf que maintenant, les rédacteurs, et je suis désolé, mais même des rédacteurs qu'on paye cher, qui sont même pas du offshore, viennent te caler de l'IA parce que c'est tellement rentable que voilà. Et le problème de l'IA, c'est que tu prends jeu. C'est-à-dire que tu te prends au jeu. C'est-à-dire qu'au début, tu te dis non, je vais relire, je vais bien traiter, je vais faire du ping-pong, puis à la fin, tu appuies sur le bouton et ça te sort ton contenu tout seul, tu vois. Et c'est super Mm. dur quand même de s'auto-maîtriser et d'être cohérent, tu sais, avec soi-même et de se dire non, je donne de la data, je relis, je fais ping-pong, je change, je te laisse pas, tu Mm. vois. Et c'est pour ça que j'ai jamais cru, moi, au contenu hybride, un peu d'IA, un peu d'humain. Non, le contenu hybride, à un moment donné, l'humain, il arrête de relire. Parce que l'humain, c'est de nature, il est Mm. feignant. Dès qu'il peut tirer au flanc, il tire au flanc. Et comme le contenu est pas pour lui, en fait, ça ira bien, quoi. Et il y a Ah, je tellement de pense. rédacteurs qui ont joué à ça, mais même des rédacteurs qui me contactaient en me disant on n'a plus à bouffer, je comprends pas, moi je fais des magnifiques textes. Alors le premier, il est à la main, il y a aucun problème, tu le vois. Le deuxième, un peu de chat GPT, bon, ça ira bien. Le troisième, puis à la fin, le truc qui sort de chat GPT, quoi. Oh là Oui, mais là. il convient, il va bien, tu vois. Peut-être qu'il vient, mais en fait, si du coup ChatGPT sortait vraiment des contenus tout seul tellement beaux, on n'a même plus besoin d'humains derrière. Donc en fait, Mm. Ouais, puis le pire, c'est au-delà de ça. Donc, ok, c'est du contenu vendu comme du contenu humain, mais qui a été fait avec de l'IA.
mais c'est derrière le client final. À combien est-ce qu'il va payer ça? Il va acheter ça et, et, hyper et, il cher. Et et il là, sait pas ce c'est qu'il achète, nul. quoi. Ouais. Ouais. Alors, je dis pas que tous les rédacteurs, tu vois, nous, on lutte sur Content Rank vraiment pour que ça soit pas ça et on a mis tout un tas de garde-fous, mais du coup, le process est plus lourd et coûte plus cher à contrôler qu'à faire Mmh. pour que justement on n'ait pas du copier. Et donc, je dis pas que tous les rédacteurs le font, je dis qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de rédacteurs qui se sont fait prendre la main dans le sac et Mmh. qui, et qui savaient pas aussi forcément comment réagir par rapport à la situation, parce que oui, ça divise le nombre de rédacteurs, mais ceux qui restent doivent vraiment produire de la haute qualité, même s'ils cèdent de l'IA, et ça serait complètement idiot de pas céder de l'IA, la finalité doit faire que ça doit être de haute qualité, un contenu informatif qui réponde à ce que Google demande, avec des scores sémantiques intéressants, et qui vont être des contenus qui se positionnent, quoi. Mmh. Mais pas des contenus lisses, tu sais. Donc ça, c'est une autre grosse erreur, c'est de se dire que l'IA te sort des contenus, et c'est le pire des cas, c'est de pas relire, de pas contrôler. L'autre fois, je discutais en networking avec une agence d'intérim Mmh. qui me dit, nous, on a interdit l'IA chez nous parce que c'est dangereux. Alors, je me demande qu'est-ce qui s'est passé. Elle me dit, oui, Mmh. bah, notre collaboratrice, elle a été publiée une annonce. Elle a demandé à ChatGPT de faire une annonce humoristique pour un job de secrétaire. Et en fait, le truc, c'était pas humoristique, c'est que ça faisait passer la secrétaire pour une neuneu. Sauf que dedans, elle l'a publié au nom d'une entreprise. Donc, ça faisait telle entreprise recrute une neuneu, tu vois. Ça faisait vraiment neuneu, Oh hein. là là! Et parce que la demande était humoristique, le contenu a pas été relu, tu vois. Donc bah oui, forcément, si tu prends le truc tel quel oui, l'IA est dangereuse dans ce truc-là. Après, Mmh tu mh. aurais pu le voir que le contenu convenait pas, tu aurais pu le refaire générer, ne pas le publier, ainsi de suite. Donc, mais je vois encore trop de gens prendre le contenu IA tel quel, le publier sur leur blog et ça ira bien. L'action et la manière dont l'internaute se comporte sur le site étant quand même aussi liée au contenu, ça serait idiot de se tirer une balle dans le pied, quoi. T'as fait tout le job, t'as monté ton site, t'as mis des backlinks, t'as mis du contenu, t'as fait la promo de ton site, t'arrives dans un top 10, tu génères encore des autres visiteurs, bah ils se barrent, tu redescends, quoi. Mmh. Ouais, c'est clair. Parce que voilà. Et je veux dire, un contenu d'une page, avant, on payait 90, 150, 200 euros une page de contenu. Mmh. Ça se rentabilisait dans le temps. Maintenant, on vient pleurer parce que ça coûte 15 balles. Tu vois, bah attendez, rappelez-vous de ce qu'il y avait il y a 2 ans, quoi. Maintenant, il faudrait que ça coûte un centime ou que C'est ça soit vrai, hein. gratuit. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, les gens, ils Euh, oublient vite ça, hein. C'est qu'avant, et au final, le SEO, il est rendu plus accessible par ça. À côté de ça, beh, tu as des personnes que ouais, qui vont te vendre un contenu à 100 balles, 200 balles, alors que, la valeur réelle de l'article est de uniquement qui est seulement 15 € quoi. non, non, quand je dis 15 euros, c'est que même si tu prends une IA relue ou un rédacteur qui va vite, à 15 balles, il peut te sortir un contenu. Mais Ouais. même 15 euros, c'est trop cher. Il faut vraiment Mmh. l'avoir à 1 euro. Ah bah oui. Puisque Oui, ça te coûte rien. c'est le prix, non mais c'est le prix qui a été donné par les outils d'IA quand l'IA est sorti, c'était 1 balle le contenu. C'est un prix qui a été imposé par le marché. Mmh Donc mh. tu peux plus aller contre. C'est à partir du moment où tout le monde s'est tiré une balle dans le pied, de se dire Mmh. au lieu de vendre 50 balles, je vends 1 balle maintenant. Les mecs, ils ont pris leur main, ils ont pris la scie, ils sont auto-sciés. Et je peux rien pour eux, tu vois. Donc tu es obligé de t'aligner sur le prix du coup, parce que c'est le prix imposé. Donc on se met à 1 balle. Bah Mmh. oui, mais à 1 balle, tu sors pas tu pourrais faire mieux qu'1 balle et le vendre 15-20 euros et avoir un contenu largement au-dessus. Mais même 15-20 balles, c'est encore trop cher maintenant. Alors qu'avant, c'était 90, 100, 150 balles le contenu. Mmh Alors, mh. autant sur des marchés comme les éditeurs de sites où je sais qu'il n'y a pas des marges méga élevées et je sais que la moitié de la marge partait dans le contenu à 20, 25 ou 30 euros. C'est clair et net. Un e-commerçant qui vend un produit, la page catégorie ou la page d'article de son produit, elle est là pour longtemps. Tu vois, elle n'est pas là pour 1 an. Ton Mmh. produit, on parlait du Sobat Chat tout à l'heure, ton produit, il est là pour des années, quoi. Donc, Tu donc tu peux l'amortis, quand ouais. même prendre soin de faire ta page. Tu peux quand même y passer un petit peu de temps. Donc voilà, et euh, puis si tu veux, au-delà du contenu, c'est contenu peu qualitatif d'une manière globale. Je tape beaucoup sur le mauvais usage de l'IA, mais tu as aussi des gens qui encore continuent à copier-coller la fiche fournisseur, le PDF que le fournisseur donne. Donc tout le monde a le même contenu, tu vois. Sans Ouais, remettre en forme, sans changer, il y a ça. Et il y a aussi les gens qui prennent le contenu de leur site web et qui le déversent sur les marketplaces. Parce qu'ils ont ouais. connecté un plugin auto qui déverse. Donc, tu donnes la paternité de ton contenu à Amazon, à ses discounts, à machin. Pour ceux qui savent pas comment ça marche, Google considère que le contenu appartient au site le plus puissant, pour faire simple. Pas au premier qui l'a publié, à celui qui est plus puissant. Donc, bah, du coup, Amazon sera toujours Mmh. plus puissant que vous. Donc, si bah, vous donnez votre contenu à Amazon, bah, Google considère que vous êtes le copieur alors que vous êtes l'auteur du contenu et que c'est Amazon qui a un contenu unique. C'est pour ça qu'il y a autant de contenu qui remonte sur Google, sur Amazon et même de sites qui sont déclassés parce que le seul problème c'est que le contenu est duplicate entre les marketplaces donc Mmh. le deuxième gros point, si tu veux que je vois négatif, c'est pas faire attention au contenu.
traiter le truc par-dessus la jambe, tu vois. Même les photos, maintenant, et même maintenant avec l'IA, tu vois, où là c'est un super point, c'est que même des shootings photos, tu peux optimiser avec de l'IA. Mm. Tu vois, où avant, il fallait un photographe, fallait peut-être une boîte à images, fallait plein de choses. Maintenant, avec l'IA, tu fais plein de beaux trucs, tu as plein de beaux outils, ne serait-ce que Ouais, des c'est vrai ça. voix, tu peux faire plein de choses. Générer des tableaux de taille, transformer des tableaux où c'est pas les mêmes métriques que toi, les transformer, mettre un tableau en plusieurs types. Tu sais, pour les chaussures, tu as souvent la marque européenne, la marque US. Tu as une autre manière. Bon, bah, avant où c'était chiant de faire un tableau, tu peux imaginer le faire en plein d'étapes, quoi. Donc Ouais, voilà, c'est vrai. c'est vraiment le contenu. Et puis même tu sais, il y avait souvent une mode chez les dropshippers, c'était de faire du monoproduit. Donc les Ouais. pages de vente étaient super travaillées. C'était pas des pages produits, c'était même des pages de vente. Et je Mm, vois pas mm, mm, beaucoup mm. d'e-commerçants avoir appliqué ça à tous leurs produits. Tu vois, avoir une vraie page produit qu'une page argumentaire, quoi. Type, je reprends mon Sobacha, c'est pas j'ai un paquet de 70 grammes qui coûte tant avec tel truc, tu vois. Mm, mm. Là, ça serait Ouais, des vraiment de choses dire ultra argumentées. ouais, voilà, c'est même pas contient tel truc, c'est plutôt permet de se reposer, tant d'heures de sommeil en plus, rythme cardiaque baissé de temps, tu vois, posé, sérénité, des vrais arguments. Et ça, il y a peu de sites e-commerce qui sont comme ça. Donc deux grosses problématiques, voilà, c'est pas les bons mots-clés ou pas de mots-clés du tout. Et derrière, bah, stratégie de contenu bâclée dans les grandes lignes, quoi. Ouais, intéressant. C'est vrai que tu une bonne vision, là-dessus. Puis même au quotidien, tu dois le voir, avec, les clients que tu dois accompagner. Je sais que quand nous, c'est pareil, on avait l'agence, on voyait des profils, on va dire, de sites qui étaient, super variés et donc avec pas mal de problématiques qui revenaient un petit peu avec ce que tu viens Ouais, d'évoquer. puis on voit plein de gens sur Content Rank nous demander des contenus. Je regarde de temps en temps les commandes qui passent, puis je comprends pas, tu vois. J'ai beau regarder le site, faire un audit vite fait, pas un audit poussé, mais regarder 10 minutes, voir ce qu'il me commande, tu vois. Et puis on prend rendez-vous avec le client parce qu'on dit, mais pourquoi vous avez commandé tel contenu? Bon, on m'a dit que c'était bien de faire du contenu. Mon agence m'a dit que c'était bien de faire du contenu. Ok. Oh là là. Mais du contenu blog, oui, mais là, ça n'a pas de sens, c'est pas un mot-clé recherché, puis vous en êtes pas à l'étape de remplir votre blog, vos fiches produits, elles sont déjà pas faites, toutes les catégories sont pas remplies, il y a deux backlinks qui se battent en duel, est-ce que c'est vraiment vous avez déjà fait Ouais. quelques articles de blog un peu spécialisés, est-ce que vous croyez que c'est vraiment compléter l'article de blog, le blog qui est important? Ah, je sais Mmh. pas, bon, et voilà. Et là, tu as une base de discussion. Mais souvent, les gens ne savent pas quoi faire avec le contenu. Oh là là. Et même des fois, quand il y a le bon mot-clé, ils nous commandent du contenu. Et puis quand tu regardes un peu la comparaison, ils se disent, ah, vos contenus, ils se positionnent bien. Ah, et tu regardes les autres viennent d'où? Bah, c'est souvent des outils IA qui ont généré les contenus. Je dis pas que c'est du mauvais contenu, Ouais. je dis que c'est du contenu qui doit être relu et complété. Et il l'est pas, en Mmh. fait. Parce qu'un e-commerçant, s'il n'a pas le temps de créer du contenu, il n'a pas le temps de le relire et de le compléter, en fait. Tu C'est vois, vrai. ou une relecture rapide avec un complément rapide qui est de l'ordre de à peu près 10 minutes. S'il doit y passer une demi-heure ou 20 minutes dessus, c'est comme s'il le rédigeait. Donc, il n'a pas le temps, en fait. Et c'est là où il faut bien savoir à quel outil. Donc, ce que les gens ont vu, c'est que ça avait l'air miraculeux. On descendait le prix d'un contenu à 1 balle. On pouvait en générer avec la même somme qu'avant 10 fois plus ou alors ça coûtait 10 fois moins. Donc, c'est génial, on en cale partout, quoi. Mmh mh, Et mmh mh. il faut pas oublier une chose, c'est on l'a revu aussi dans les leaks, et ça c'était aussi une théorie, mais qui a donné raison à Olivier Dufay, sur ces fameuses pages zombies qui ne génèrent aucun trafic. Et C'est on vrai. a expliqué, en prenant ça en compte, on a expliqué quand même des grosses descentes de sites, parce que trop de pages qui ne génèrent pas de trafic, trop de pages qui ne génèrent pas de clics et qui sont là pour rien. Et Mmh. effectivement, si vous publiez plein de pages, mais vous en avez que deux ou trois qui font votre trafic, votre site va pas performer, va avoir un plafond de verre. Pas mal, pas mal, pas mal. Dès demain, enfin même demain, même aujourd'hui, vu qu'on est en 2024, si tu devais, repartir sur une monétisation avec le SEO, tu choisirais laquelle en 2024 du coup? Pourquoi? Si j'étais, je voulais me remettre, si je voulais créer ma Édition de site, boîte ou demain, ouais. tu veux te lancer dans l'édition, tu kiffes le SEO, tu te dis: «OK, j'ai envie de gagner un peu d'argent, via le SEO», tu partirais sur quoi, selon toi, qui est le plus, périn? Périn. Je ferais 2 choses. Un, je me lancerai en gardant un job à côté, un job qui me Ouais. prend pas un temps de fou, mais je me mettrai un filet de sécu. Je commencerai par l'édition de site, la vente de liens, clairement, OK. parce qu'il y a encore beaucoup d'achats de liens. Le lien pèse un peu moins, mais il pèse encore. Il va Mmh. peser
encore moins demain, je pense, mais il y en aura encore besoin quand même, ne serait-ce que Mmh. si c'est pour de la citation de marque, ça sera hyper important. Donc, je créerai quelques sites, je commence par un et puis j'irai jusqu'à 5 ou 6 parce qu'après au-delà, c'est chaud à gérer avec une activité à côté. OK. Mais je ferai de l'édition de site et je me mettrai consultant SEO classique sur les Mmh. plateformes de freelancing, là, basique, et je vendrai un OK. petit peu mon temps. Et puis dès que je vois que ça commence à marcher pour moi, bah, je me mettrai en... J'arrête mon job, je me Mmh. mets en auto-entreprise ou en freelance à plein temps et puis je gère mes sites. C'est sûr. Je regarde les clients qui m'achètent des liens via les plateformes. J'essaye de voir si elles ont déjà une agence qui s'occupe d'eux ou si justement il n'y a pas une agence SEO qui peut me refiler des missions et qui a besoin de moi. Et puis j'essaie de démarcher quelques clients pour me trouver un petit rythme à 5-6 000 balles de chiffre d'affaires par mois. Ça se fait en auto-entreprise, tu payes tes charges, t'es chez Mmh. toi, tu as quelques petits outils sans TVA en plus, voilà, donc il te reste tes 2-3 000, voire 3-4 000 à la fin du mois. Mmh. C'est très bien pour débuter et t'as Mmh. pas genre avec un hébergement ou deux Switch et t'as pas trop de frais sur l'édition, quoi, tu vois. Non, non, c'est vrai. OK, donc L'achat ouais, l'achat bonne du domaine coûte moins cher maintenant et c'est qu'avant. vrai, Qu'avant, c'est vrai, c'est il y avait vrai. des grosses bulles, pas Je spéculatives, mais il y avait beaucoup d'enchères et beaucoup de monde, donc les domaines explosaient. Maintenant, pour 50-80 euros, tu as un domaine qui est pas fabuleux, mais qui permet de te lancer et commencer à vendre des liens à 20 balles, quoi. Du coup, vente de liens, tiens, tu partirais sur un expi, hein, par contre, de ton côté? Pour lancer de la vente de liens, Ouais, tu rachèterais un ouais, expi, OK. ouais, je partirais sur un XP. Alors, un XP, si possible, encore indexé, qui était indexé il y a pas si longtemps que ça et qui a pas une grosse, qui a pas une chute où il y a rien depuis 2 ans, quoi, ou même un an, Bien tu vois. sûr. Un truc vraiment qui est frais, là, qui est au snap. Il a été hors ligne une semaine, c'est pas un drame. Une semaine, ça peut être un hack, ça peut être une maintenance technique, ça peut être ce que tu veux. Voilà, mais vraiment, je reprendrai un truc qui est frais. Mmh mh. OK, et au niveau du futur, un petit peu, Elliot, ça, c'est la question que je pose à tout le monde, à tous les invités, sur l'Orny Club. Comment est-ce que tu vois les évolutions du SEO, alors, sur les prochains mois? Parce que ça va tellement vite, voilà, c'est un peu dur de se dire dans plusieurs années, mais déjà, dans les prochains mois, comment est-ce que tu vois l'évolution de Google et de Google, du SEO pardon, et dans, les prochaines années? Est-ce que tu as des petites idées, des projections, selon toi? Alors, prochain mois, je pense qu'il y a rien qui va changer. C'est pas si OK. proche que ça, mine de rien. Ouais, je pense pas qu'à 4 mois ou à 5 mois, il y a un gros truc. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que Google est complètement paumé. On le voit avec la pagination, on voit avec les mises à jour, et il s'était déjà mis en mode par le passé de cette manière-là. C'est un peu en mode défense. Tu le vois vraiment, c'est quand il sait pas, il met les très gros devant. Mano Mano, Cdiscount, Amazon, notamment les pages jaunes et les sites d'avis, Trustpilot, avis vérifiés, tu vois, il met un peu ces gens-là en avant quand il sait pas, comme ça il se protège. Toi, Mmh. les 4-5 premiers résultats, il y a pas trop de risque de spam. On voit quelques e-commerçants qui percent dans certaines niches sur des petits mots-clés, mais clairement sur des gros mots-clés machine à laver, des mots-clés très impactants pour Google, ou si tu achètes sur le site d'un escroc, c'est très grave, bah, Mmh. c'est toujours les gros qui sont en avant. Non, ils OK. sont légitimes, mais c'est super dur de percer là-dessus. Donc je pense pas qu'à court terme, tu vois, on ait un gros truc. À moyen terme, je pense que ce qu'on attend, c'est que les gens prennent l'habitude d'utiliser les moteurs d'IA. Mmh C'est-à-dire mh. que je pense que ça va déclencher deux choses quand ça coûtera moins cher de générer de l'IA. Donc là, on a une nouvelle génération de serveurs qui est en route. Dès que ça va sortir, se démocratiser et tout, ça prendra moins de ressources. On pourra avoir des Mmh. moteurs d'IA en temps réel beaucoup plus puissants. Un peu le cas de Perplexity. Et Mmh. Perplexity, ce qui est drôle, c'est qu'il utilise le modèle du PageRank, mais scoré avec des sites. C'est-à-dire qu'il prend pas le Mmh. PageRank sur tous les sites, il regarde que certains sites et il fait le web OK. en considérant que le web, ce n'est que certains sites. Et bah, quand tu poses une question à Perplexity, il te donne différentes sources de réponses, différents angles, il te donne les sources. Voilà. Et il te dit, voici, et bah, ça vient de YouTube, ça vient de la SERP, ça vient de ça, voici, c'est Mmh. tel site, tel site, tel site. Ça, c'est puissant, hein, c'est vrai. Euh, Mmh. et du coup, bah, Perplexity versus Google, aujourd'hui, je trouve Perplexity pas encore au point, mais des fois un peu plus complet. Et j'ai pas eu besoin de visiter un site web, j'ai pas été cliqué, j'ai pas risqué de virus sur mon navigateur, j'ai pas, voilà. Mais j'ai engraissé personne sur de l'ADS, donc j'ai pas donné d'argent à Google. J'ai pas donné Mmh. d'argent à un éditeur et à Google aussi parce que je suis arrivé sur un site qui avait des pubs. J'ai pas visité de site, donc tu vois, l'interaction est plus basse, donc ça pose un problème de modèle économique pour tout le monde, pour Perplexity aussi. Je pense pas que les gens paieraient un abonnement pour accéder à un moteur de recherche, pas encore. Ce qui est le cas de Perplexity, tu as une version gratuite, mais après tu as Ouais, l'abonnement. J'y c'est crois pas. sûr, pas pour le moment.
Mmh. Donc, pour l'instant, tant que l'usage est pas encore redéfini, on est un peu sauvé. Mais clairement, je vois pas Google pour trouver une solution miracle là du jour au lendemain. Donc, on en a encore pour quelques années de Google, hein. Mmh. Les gens Ouais, vont c'est encore sûr. l'utiliser, mais on voit aussi que TikTok devient le premier moteur de recherche chez les jeunes. C'est-à-dire que TikTok, tu as aussi les vidéos qu'on te pousse un peu comme du gavage doigt, bêtement les shorts, Mmh. et tu as quand même un moteur de recherche où tu peux taper des choses. Et on voit Mmh. sur business.tiktok.com, donc qui est le business manager de TikTok, tu peux analyser les requêtes. Et moi, je me suis amusé à faire un truc, c'est de regarder les trends TikTok et les chercher sur Google. Sur les trends TikTok, dans la journée, les résultats Google, c'est que TikTok. Il n'y a pas de production de contenu sur des trends TikTok autre que TikTok. OK. Et il y a bien des recherches sur Google. Donc, ce qui veut dire que C'est fou ça. la trends est tellement puissante qu'elle prend rapidement sur TikTok, mais il n'y a pas encore eu de production ailleurs. Mais tu as une fenêtre de tir de 24 heures, peut-être même moins, tu as peut-être même que 12 heures, tu vois. Donc, les C'est vrai que gens c'est qui vont puissant rechercher dans. TikTok là-dessus, hein. Ça peut faire je te coupe, excuse-moi, mais c'est vrai que Vas-y, le vas-y. TikTok, ça peut même moi le 1er maintenant des fois j'ai des trucs à rechercher, je vais aller sur TikTok ou sur Instagram faire des recherches, tu vois? Et même plus sur Google Mm. et je me dis, enfin la nouvelle et les futures générations, ça risque d'être encore enfin ça de plus en plus. Donc ça aussi c'est un point, il y a des volumes et on le voit déjà, il y a des volumes de recherche qui ont vachement baissé, de part de maintenant de la recherche sur YouTube, sur les réseaux sociaux et cetera. Donc J'en ça ai c'est pas un parlé, point mais qu'on oui, a. tu fais bien. Quand on sait, tu vois, l'autre fois, j'ai un problème avec ma webcam. Ce que je Mmh. cherchais, c'était plutôt une explication vidéo. Donc, j'ai été sur YouTube directement faire ma recherche. Ah ouais, Alors direct, qu'avant, hein. j'aurais pu passer par Google qui me donne des vidéos et je me retrouve sur YouTube. Ouais, Donc il y a aussi une recherche directe sur YouTube. Quand tu sais ce que tu veux, ça va être en vidéo, quoi. Ou que ouais. t'as pas envie de lire, tu as envie d'un temps d'écoute. Ou les plateformes de podcast aussi. Tu prends les Apple Podcasts, il y a Google Podcasts, c'est en train de fermer, mais tu prends les Apple Podcasts et Spotify et Deezer, Mmh. tu as des Mmh mh. sections podcast où tu recherches. C'est encore des champs trop négligés. Nicolas Audemars faisait une conférence au SEO Camp. Il est toujours dans les trucs un peu en avance et farfelus, parce qu'en Espagne, ils ont un petit coup d'avance, t'empêche. Et il disait, voilà, dans une des stratégies de visibilité, si ton persona fait un footing le matin avec Spotify dans les oreilles, bah, il faut que tu sois présent en pub ou en naturel sur Spotify, quoi. Voilà, donc s'il Ah, c'est écoute des bien, podcasts sur un sujet qui c'est vrai. l'intéresse, il faut qu'à un moment donné, il tombe sur ton podcast, que pendant qu'il court, il va t'écouter. Ah, Donc, ça se fait de ton plus en format plus, hein. audio long qu'on a vu tout à l'heure, il peut tout à fait passer ton vidéo long, pardon, tout à l'heure peut passer en audio long. L'audio Mmh. long se retrouve sur les plateformes de podcast. La vidéo sur les plateformes de vidéo, ça en fait un article long. Cet article long, t'en fais des articles de blog et les shorts vidéo qui vont sur les plateformes de shorts. C'est Et vrai. c'est vraiment ça la stratégie de content marketing. Tu vois, t'as vraiment fait le tour. Et je te dis, je sais plus avec qui j'en parlais, mais l'autre fois, il y avait un podcast sur la manière de planter les graines de tomates en fonction de la lune. Le Il y truc avait fait quand un même podcast sur 800. ça? Non. Ouais, un OK, podcast là-dessus. Je crois qu'on est tombé à 2 ou 3 000 auditeurs. C'est-à-dire 2-3 000 OK. vues sur la vidéo en quelques. Ça faisait quelques mois quand même, si tu veux, mais la vidéo avait. Alors, je crois plus que c'était les tomates, c'était le potager d'une manière globale, planter ton Ah, potager en comment OK. fonction de la lune et tout. Mais ce qui change pas trop la problématique, et donc tu as quand même 3 000 personnes qui s'intéressent au sujet en France sur un truc qui est pas. Qui est ultra niché, hein. Ouais, qui est ultra niché. Donc, si tu fais 3 000, nous en SEO, quand Romain fait une vidéo à 10-15 000, c'est le bout du monde, quoi. Mmh. C'est la grande, c'est que tu as tapé mass market. Ah, c'est ouf, Donc hein. voilà la puissance. Donc, je pense pas que Google soit mort demain. Ce que je pense, c'est qu'il va y avoir d'autres moteurs de recherche qu'il va falloir voir vraiment le search d'une vraie manière globale, et YouTube, et les plateformes de podcast, et les plateformes de vidéos, et les TikTok et les Instagram, et puis trouver son audience, si son audience est sur un réseau social, voir le réseau social comme un moteur de recherche. Et faire le même boulot qu'on a fait sur Google, sachant que je pense que Google restera quand même l'algo le plus complexe qu'on ait pu avoir. Donc si on s'en est sorti en tant que tel sur Google, on devrait y arriver sur autre chose, quoi. Ouais, mais en même temps, enfin, je dis pas de bêtises, mais il me semble que c'est le plus ancien aussi. Parce que, l'algo Facebook est arrivé après, l'algo, Twitter, enfin tous les réseaux sociaux, c'est Oui. arrivé après. Google, c'est vraiment le 1er. Donc au final, automatiquement, comme tu dis, oui, c'est pour ça aussi qu'il est aussi complexe à appréhender, quoi, là-dessus. Bah, Google était un des premiers, du coup. Mmh. Ouais, c'est ça. Mais je Ouais, j'ai pense dit que ça oui, oui, reste quand oui, même ouais. le plus complexe, quoi. Ça reste quand Ouais. même le plus complet avec cette histoire de PageRank, ça reste le plus complet. Sachant que tu sais, c'est parce que Google s'était appuyé sur un truc qui est le cosinus de Salton, donc qui est
est-ce que deux contenus parlent à peu près de la même chose ou pas? Bah, en fait, sur les réseaux sociaux, tu peux faire la même chose avec deux Mmh. vidéos, quoi. Et c'est ce qu'ils font. Mais une fois que tu as fait ça, t'as pas 50 méthodes. Il Mmh. a aimé telle vidéo, quelle est la vidéo la plus proche, parce que s'il a aimé celle-là, l'autre va. Donc, le plus dur Ouais. était d'arriver à utiliser ce concept-là. Certainement qu'il en existe d'autres, mais pour l'instant, c'est celui qu'on voit pousser un peu partout. Et encore une fois, tu vois, là où on parlait tout à l'heure d'engagement sur le site web, il y a un truc qui trompe pas avec TikTok, c'est que ça sert à rien de mettre un title, ça sert à genre le title pour le SEO, les hashtags aussi, mais ce qui va vraiment Mmh. marcher sur la diffusion de la vidéo, c'est tes histoires de cohorte, comme Google Discover et comme YouTube finalement, c'est l'engagement de ton internaute tout de suite, quoi. Mmh. Est-ce que les gens vont regarder longtemps la vidéo? Est-ce qu'ils vont jusqu'au bout? Est-ce qu'ils font une action de like, de partage ou quoi dessus? Et ça, tu peux pas faker en fait. Genre, tu Ouais. peux faker, mais ça devient de plus en plus complexe, quoi. Mmh. Un Ouais, c'est éditeur vrai. seul a du mal à faker le nombre de vues sur un TikTok, à moins d'avoir des fermes ça doit exister en Chine, je Ouais, sais je pas où. pense, ouais, ça J'ai doit pas de doute exister, ce que j'allais dire. j'ai C'est sûr. j'ai pas de doute qu'un mec vende des vues TikTok, tu vois? Ça va se faire. Mais Ouais. ce que je veux te dire, c'est que, c'est quand même de plus en plus complexe à faker. Donc en fait, Mmh. en réalité, il faut peut-être mieux passer le budget dans la production de ta vidéo et de te dire surtout que l'IA peut t'aider à faire un Mmh. scénario percutant et de te dire: «Voilà, je fais une vidéo TikTok, tu es un expert en copywriting machin, je veux que ma vidéo, garde les gens le plus longtemps possible. Donne-moi, 15 idées de hook, ou d'accroche, que je peux faire dès le début, va t'en donner» et puis tu construis ta vidéo comme ça. Non, c'est Et clair. puis, Je suis d'accord. Ouais, la vision, elle est intéressante en tout cas. Ton discours est intéressant sur les évolutions, on va dire, prochaines de Google et au-delà de ça, c'est de l'utilisation de la recherche, du search en général, quoi. Mais, ouais, je te rejoins là-dessus, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et du on est coup, ouais, enregistré, vas-y. donc on verra dans quelques années si on ressort la vidéo en disant: «Il avait raison» Grave, on ou «Il dira: s'est «Yes, trompé». Elliot, tu un visionnaire, t'avais raison». Tu sais, c'est comme Bon, les top. mecs, ils font 2 enveloppes, ils en déposent 2 puis ils sortent celle qui est la bonne. Vous voyez, je l'avais Et dit là en enveloppe solo, hein, vas-y, on fait ça. je fais 2 Ah, versions du j'adore. podcast. Ah, c'est clair. Bon, après, on enregistrera un nouveau podcast et on dit autre chose et comme ça, on sortira et on redira le bon, on dira: «Et voilà, on avait raison, Elliot avait raison». J'adore. Bon, écoute, au top. Dis-moi, Elliot, on arrive au terme de l'échange. Est-ce que tu aurais donc un dernier mot pour conclure, un conseil avant de finir l'enregistrement de ce podcast? Un gros conseil, ça serait vraiment de vous focaliser sur, l'apport à l'utilisateur. Est-ce que votre vidéo donne vraiment de la valeur? Est-ce que vous apprenez quelque chose? Est-ce que vous transmettez quelque chose? S'il y a zéro, est-ce qu'il faut vraiment faire ce contenu-là? Je pense qu'on est vraiment dans l'ère de peut-être produire moins, mais apporter plus et avoir plus d'interactions sur un seul contenu, que d'aller envoyer 50 articles de blog pour se positionner sur 50 mots-clés et plutôt être pénalisé ou être dégradé parce que certaines pages performent pas. Faut peut-être s'occuper d'une page, la faire performer, voir une autre page après. Ça serait le plus gros point, ouais. Puis après, deuxième chose, venez en fin d'année au SEO Summit 5 et 6 décembre à Paris. Et là, on va aborder plein de sujets. Je suis en train de boucler la liste des conférenciers, mais vu les sujets, il y aura énormément de nouveautés et de choses que des conférenciers. On n'entend plus trop parler Ninja Linker, David Dragesco en ce moment. Mmh. Il est en train de s'amuser depuis quelques années sur Discover, Google News avant Discover. Discover, ouais. Il a prévu une conf. Oui, mais il est déjà en 2019-2020, il faisait du Google News quand on était encore en édition de site classique. Et là, maintenant, il est Ouais, sur Discover et il nous a prévu une conf, tu vois, où il compte vraiment balancer beaucoup. trop bien. Et ce n'est qu'une des confs, tu vois. Donc, je pense qu'il faut peut-être être plus pointu. Voilà, faut peut-être Mmh. vraiment rentrer dans le détail, y passer un peu plus de temps, et arrêter vraiment de faire de la masse, mais plus de l'engagement un peu unitaire. Ouais, aller dans le détail, OK. Et en Ouais. termes d'activité, tu es plutôt présent sur, Twitter, LinkedIn, YouTube? Où est-ce qu'on peut te suivre si jamais les personnes ne te Les suivent pas encore? Mais bon, à mon avis, il y a une majorité des personnes doivent te suivre, j'en fais pas trop attention. Hem, les 3, LinkedIn, je suis très présent en ce moment. Donc OK, vous pouvez me faire un MP, vous pouvez me faire un MP ou répondre à un post ou faire un petit commentaire. Twitter aussi, je suis très présent, mes MP sont ouverts. Et OK, YouTube où j'ai ma chaîne où on publie, tout un tas de podcasts et un peu de vidéos comme magnifique. ça où je fais des échanges et quelques tutos des fois quand j'ai des trucs à montrer. Donc OK. c'est globalement les 3 plateformes. Je suis aussi sur Instagram et TikTok, mais un peu moins présent et TikTok, c'est plus format short pour avoir les vidéos longues, pouvoir tomber que sur les moments, vraiment intéressants, quoi.
Bien sûr. OK, En fait, je suis un bah, peu partout au franchement, final, ouais, c'est ce en que le j'allais te disant. dire. En fait, on peut te suivre sur n'importe quelle plateforme, tu es présent, quoi. Donc au pire, on Ouais, mettra ouais, c'est le avec grand but. plaisir, on mettra le lien de ton au moins LinkedIn et Twitter dans la description de cette vidéo. Je voulais te remercier de ton temps, de ton partage, surtout de ta connaissance que tu as pu partager durant cette Avec vidéo. plaisir. C'était super intéressant. Merci à toi et puis si tu as un dernier mot et puis on terminera là-dessus, Elliot. Non, bah, merci pour l'invitation. Tous ceux qui regardaient, bah, n'hésitez pas à laisser un commentaire, liker la vidéo, partager si vous voulez la faire tourner. Et puis, bah non, je reviens sur mon dernier conseil, hein. Faites peut-être moins, mais mieux. Voilà. Génial. Merci à toi, Elliot. À la prochaine. Ciao. Salut. Salut.